Il y a seulement quelques années, les scientifiques ont pointé leur télescope vers une petite étoile rouge située à environ 12 années-lumière de la Terre. Et ce qu'ils ont trouvé a tout changé sur ce que nous pensions des planètes similaires à la nôtre. Ce qui semblait être juste une autre étoile faible et ennuyeuse cachait en réalité un monde entier appelé Teegarden C, une planète rocheuse située exactement dans la zone où l'eau peut exister sous forme liquide. Cette planète a une taille très similaire à celle de la Terre et reçoit une quantité de lumière qui pourrait permettre des températures douces à sa surface. Mais voici ce qui a laissé les scientifiques bouche bée. L'étoile Teegarden est si petite et froide qu'elle est restée cachée à notre vue pendant longtemps, même si elle est si proche de nous dans l'espace. Cela a poussé les chercheurs à poser une question qui nous retourne l'esprit. Combien d'autres mondes comme celui-ci sont cachés juste sous notre nez, attendant d'être découverts? Prépare-toi à t'endormir en écoutant cette vidéo et laisse ton esprit voyager à travers cet incroyable périple dans le cosmos. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. Imaginez qu'une voisine vive depuis toujours à 2 pas de chez vous dans la même rue et que vous ne l'ayez jamais remarqué. C'est exactement ce qui s'est produit avec l'étoile de Teegarden, une naine rouge discrète qui se cache à seulement 12 années-lumière de nous, dans la constellation du Bélier. Elle est pourtant restée invisible jusqu'en l'an 2003, un fait qui en dit long sur les limites de nos méthodes de recherche et sur l'immensité des mystères qui peuplent notre arrière-cour galactique. Sa découverte, tardive, est le fruit d'un travail de fourmi, d'une analyse méticuleuse de données collectées non pas en pointant un télescope vers un point brillant, mais en épluchant méthodiquement de vieilles plaques photographiques du ciel. L'astronome qui lui a donné son nom, Bernard Teegarden, travaillait sur des relevés d'objets à mouvement propre élevé. Le mouvement propre, c'est le déplacement apparent d'une étoile sur la voûte céleste au fil des années. Une danse lente qui trahit sa proximité relative. Les étoiles lointaines semblent fixes, tandis que celles qui sont proches paraissent glisser doucement. Teegarden cherchait spécifiquement ces objets qui grattaient le ciel, ces voisines qui se déplacent rapidement sous notre nez. Et c'est ainsi qu'il a identifié cette naine rouge insignifiante, dont la luminosité est si faible qu'elle échappait totalement au catalogue classique, même les plus complets. Pensez-y, 12 années-lumière, c'est une distance infime à l'échelle galactique. Pour vous donner une idée, certaines des étoiles les plus brillantes de notre ciel, comme Sirius, sont plus éloignées. Cette étoile était là, tout près, et nous ne la voyions pas. Elle appartenait à cette population d'étoiles froides de très faible masse, qui rayonnent principalement dans l'infrarouge et qui sont extrêmement discrètes dans le spectre visible. Sa découverte fut donc une leçon d'humilité et une démonstration pratique parfois. Pour trouver ce qui est proche, il faut changer de technique, regarder autrement. On ne cherche pas une aiguille dans une botte de foin, on réalise que l'aiguille est si petite et si terne qu'elle se confond avec la paille, et qu'il faut un aimant spécifique pour la révéler. Cette étoile, une fois identifiée, est devenue instantanément un objet d'intérêt majeur. Pourquoi ? Parce que les naines rouges sont les étoiles les plus nombreuses de la galaxie, de véritables fourmis stellaires, et qu'en comprendre une de si près, c'était avoir une fenêtre ouverte sur la famille stellaire la plus répandue. Les astronomes ont alors pointé vers elle leurs instruments les plus sensibles, avec une question brûlante: si une étoile aussi commune et aussi proche avait pu nous échapper si longtemps, que pourrait-elle cacher d'autre dans son système ? La réponse est arrivée 16 ans plus tard, en 2019, et elle a stupéfié la communauté scientifique. Non seulement cette étoile invisible abritait des planètes, mais elle en abritait au moins 2. Et ces 2 mondes étaient situés dans ce qu'on appelle la zone habitable, la région où l'eau pourrait exister à l'état liquide à la surface d'une planète rocheuse. La découverte de Teegarden B et C fut un véritable tour de force technique. On n'a pas photographié ces planètes, bien sûr. À cette distance et si près de leur étoile, elles sont nouées dans sa lueur. On les a détectées par la méthode des vitesses radiales, une technique extraordinairement précise qui consiste à mesurer l'infime oscillation de l'étoile, son petit balancement dû à l'attraction gravitationnelle des planètes qui l'entourent. Imaginez un athlète lançant un marteau, il tourne sur lui-même, mais son corps décrit aussi de très légers cercles autour du centre de gravité commun du système. Pour l'étoile, c'est la même chose. Quand une planète tourne autour d'elle,
L'étoile n'est pas parfaitement immobile, elle effectue un mouvement de va-et-vient minuscule. Ce mouvement modifie très légèrement la couleur de sa lumière par effet Doppler. Lorsqu'elle se déplace vers nous, sa lumière est légèrement comprimée vers le bleu, lorsqu'elle s'éloigne, elle est étirée vers le rouge. Détecter cette variation pour une étoile comme Teegarden relève de l'exploit. Cela nécessite des instruments d'une stabilité folle, comme le spectrographe Carmenes en Espagne, conçu spécifiquement pour traquer ce genre de signaux autour des naines rouges. La précision nécessaire est de l'ordre de quelques mètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse d'une personne marchant tranquillement. Mesurer cela sur une boule de plasma à 12 années-lumière pour y déceler l'influence d'un petit monde rocheux, c'est absolument vertigineux. Les données ont révélé 2 signatures principales, 2 rythmes distincts dans la danse de l'étoile. L'une correspondait à une planète faisant le tour de son Soleil en à peu près 4,9 jours, l'autre en environ 11 jours. Ces périodes orbitales, si courtes comparées à notre année, trahissent une proximité extrême avec l'étoile. Mais comme cette étoile est une naine rouge beaucoup plus petite et froide que le Soleil, cette proximité place justement la 2e planète, Teegarden C, dans cette fameuse zone habitable. Cette découverte a eu un impact immédiat. D'abord parce qu'elle a mis en lumière l'efficacité des nouvelles générations de spectrographes. Ensuite et surtout parce qu'elle a envoyé un message fort les systèmes planétaires, y compris ceux avec des mondes potentiellement habitables, pourraient être extrêmement communs, même autour des étoiles les plus banales et les plus discrètes. Le fait d'en avoir trouvé 2 d'un coup autour d'une étoile si proche que nous l'avions ignorée suggère que la galaxie pourrait être truffée de planètes similaires. Nous ne les voyons pas parce que nos méthodes étaient jusqu'ici limitées, et parce que les étoiles autour desquelles elles orbitent sont souvent trop peu brillantes pour attirer l'attention. Teegarden est devenu le symbole de cette nouvelle réalité. Sa proximité offre maintenant une opportunité sans précédent. C'est une cible de choix pour les futurs télescopes qui tenteront de sonder l'atmosphère de ces planètes, à la recherche de signatures chimiques, de vapeur d'eau, de méthane, voire d'oxygène. Elle est en tête de liste pour la chasse aux biosignatures, ces indices qui pourraient trahir la présence d'une forme de vie. Bien sûr, il ne faut pas crier à victoire trop vite. Être dans la zone habitable ne garantit pas l'habitabilité. Teegarden C, du fait de sa proximité avec son étoile, est probablement en rotation synchrone, présentant toujours la même face à la lumière rougeoyante, tandis que l'autre côté plonge dans une nuit éternelle et glaciale. La question de savoir si une atmosphère peut subsister dans de telles conditions et si elle peut redistribuer la chaleur de manière efficace reste entièrement ouverte. De plus, bien que l'étoile de Teegarden soit particulièrement calme et âgée environ 8 milliards d'années, presque le double du Soleil, ce qui lui a laissé le temps de passer sa phase de jeunesse turbulente, l'environnement reste très différent du nôtre. Mais c'est justement cela qui est fascinant. Cette étoile et ses planètes nous forcent à élargir notre conception de l'habitabilité. Elles nous poussent à imaginer des mondes sans lever ni coucher de soleil, où la vie, si elle existe, serait confinée dans la ligne crépusculaire qui sépare le jour éternel de la nuit perpétuelle, le fameux Terminateur. L'histoire de cette découverte est donc un récit en plusieurs actes, d'abord l'invisibilité, puis la révélation d'une voisine, et enfin la découverte de ses compagnons potentiellement accueillants. C'est une démonstration éclatante que l'exploration du cosmos ne se résume pas à regarder toujours plus loin. Parfois, les découvertes les plus révolutionnaires sont à portée de main, ou presque. Elles demandent simplement de la persévérance, des techniques adaptées et une bonne dose d'humilité pour accepter que l'univers puisse cacher ses trésors dans les recoins les plus sombres et les plus discrets. Le système Teegarden est désormais un phare dans notre ciel, non pas par sa luminosité mais par le potentiel qu'il représente. Il laisse la preuve tangible que notre inventaire du voisinage solaire est encore très incomplet et que chaque nouvelle étoile identifiée proche de nous ouvre une fenêtre sur un possible système planétaire. Dans les décennies à venir, toute l'attention des chasseurs de planètes et des astrobiologistes se tournera vers ce point faible dans la constellation du Bélier. On y cherchera des signes, des indices, ne serait-ce qu'une variation infinitésimale dans la lumière qui nous en parvient, qui nous dirait quelque chose de l'atmosphère de Teegarden C. Cette quête est peut-être la plus excitante de l'astronomie moderne, non plus simplement compter les planètes, mais commencer à les étudier comme des mondes à part entière, avec leur climat, leur composition, leur histoire. Et tout a commencé avec la patience d'un astronome scrutant de vieilles photos du ciel, à la recherche de ce qui bougeait alors que tout semblait immuable.
Cette aventure nous rappelle que l'univers est un livre dont nous ne faisons que commencer à déchiffrer les premières lignes et que les chapitres les plus captivants peuvent se trouver sur les pages que nous pensions blanches juste à côté de nous. Alors, la prochaine fois que vous leverez les yeux vers les étoiles, souvenez-vous que dans cette obscurité apparente entre les points lumineux que vous connaissez, se cachent peut-être des soleils rouges et discrets, gardiens de mondes qui n'attendent que d'être révélés. L'exploration continue, et elle commence dans notre propre rue galactique. Mais comment a-t-on pu détecter ces mondes sans les voir directement, sans la moindre image? L'astuce, c'est d'avoir écouté la chanson de l'étoile, ou plus précisément, d'avoir mesuré ses infimes hésitations. On parle de la méthode des vitesses radiales, l'une des techniques les plus fructueuses pour traquer les exoplanètes, et celle qui a livré Teegarden C. Imaginez un instant que vous soyez sourd et que vous vouliez savoir si votre ami, debout sur un petit bateau, a un gros chien avec lui. Vous ne voyez pas le chien, il est caché. Mais vous observez que le bateau oscille de manière imperceptible, avec une régularité de métronome. Cette oscillation, c'est la signature du chien qui saute de gauche à droite. Pour une étoile et sa planète, c'est le même principe, mais à une échelle qui défie l'entendement. La planète, par sa gravité, tire un tout petit peu sur son soleil. L'étoile ne reste pas parfaitement immobile au centre du système, elle décrit elle-même un minuscule cercle, ou une ellipse, autour du centre de gravité commun, ce point invisible qui équilibre l'ensemble. Ce mouvement, c'est la clé. On ne le voit pas directement, mais on le détecte par un effet physique bien connu, l'effet de Doppler. Vous l'expérimentez avec le son d'une ambulance qui passe quand elle vient vers vous. Le son est aigu, quand elle s'éloigne, il devient grave. Pour la lumière, c'est similaire. Quand l'étoile, dans son petit balancement, se déplace très légèrement vers nous, la lumière que nous recevons est légèrement comprimée, ses longueurs d'onde décalées vers le bleu. Quand elle s'éloigne, la lumière est étirée, décalée vers le rouge. Ce décalage spectral est la signature de la vitesse de l'étoile, le long de notre ligne de visée, sa vitesse radiale. En mesurant avec une précision diabolique ces variations périodiques de couleur, on peut déduire la présence d'un corps invisible qui l'attire. La beauté de la méthode, c'est qu'elle nous donne des informations cruciales. La période de l'oscillation nous donne directement la période orbitale de la planète, la durée de son année. L'amplitude du signal, c'est-à-dire à quel point l'étoile bouge en termes de vitesse, nous renseigne sur la masse minimale de la planète. Pourquoi minimale ? Parce que cette mesure dépend de l'inclinaison de l'orbite par rapport à nous. Si on voit le système par la tranche, on voit toute l'amplitude du mouvement. Si on le voit de face, l'étoile bouge surtout dans un plan perpendiculaire à nous, et sa vitesse radiale mesurée est plus faible, ce qui nous ferait sous-estimer la masse. Dans le cas de Teegarden C, les données du spectrographe Carmen S ont révélé une oscillation avec une période d'environ 11 jours et une amplitude de quelques mètres par seconde. Convertir cela en masse planétaire est un calcul complexe, ce qui implique aussi la masse de l'étoile, mais les résultats suggèrent une planète d'au moins une fois la masse de la Terre. Probablement un peu plus, ce qui en fait une super-Terre ou une planète rocheuse similaire à la nôtre. La vraie prouesse donc n'est pas dans le concept qui est connu depuis longtemps, mais dans son exécution technique. Mesurer des variations de vitesse de l'ordre du mètre par seconde sur une étoile à 12 années-lumière est une tâche herculéenne. Cela revient à détecter le déplacement d'un escargot depuis l'orbite de la Lune. Pour y parvenir, il a fallu développer des spectrographes d'une stabilité inouïe. Ces instruments ne sont pas de simples télescopes. Ce sont des machines à disperser la lumière stellaire en un arc-en-ciel extrêmement détaillé. Un spectre où chaque ray correspond à un élément chimique présent dans l'atmosphère de l'étoile. Ces rays sont comme des codes-barres parfaits. Si l'étoile bouge, tout le code-barre se décale d'un infime pourcentage. Le défi est de s'assurer que ce décalage est bien dû à l'étoile et pas à l'instrument. Si le spectrographe se dilate ou se contracte à cause d'un changement de température ne serait-ce que d'un dixième de degré, il peut créer un faux signal. C'est pourquoi des instruments comme Carmenes, HARPS au Chili ou HIRES à Hawaï sont installés dans des enceintes thermostatabilisées, sous vide parfois, et calibrées avec des sources de lumière d'une stabilité atomique comme les peignes de fréquence laser. Ces peignes laser produisent un spectre de référence parfait, une grille de mesure absolue contre laquelle on compare le spectre de l'étoile. C'est cette calibration de haut vol qui permet d'atteindre la précision requise. Pourquoi cette méthode est-elle si efficace sur une étoile comme Teegarden ?
Tout est une question de proportion. Les naines rouges sont petites et légères. Une planète de masse terrestre qui orbite autour d'un soleil comme le Sol tire sur un géant. L'oscillation induite est minuscule, de l'ordre du centimètre par seconde, presque indétectable aujourd'hui. Mais autour d'une naine rouge beaucoup moins massive, la même planète a une influence gravitationnelle bien plus marquée. Elle fait bouger son étoile plus facilement. L'amplitude du signal est donc plus forte, plus facile à capter. C'est pour cela que la majorité des exoplanètes découvertes par vitesse radiale autour d'étoiles froides sont de petites masses. La méthode est simplement plus sensible dans ce contexte. Teegarden C en est l'exemple parfait. Cependant, il ne faut pas croire que cette technique est miraculeuse. Elle a des limites importantes. D'abord, elle est indirecte. On ne voit pas la planète, on infère son existence à partir de l'effet sur l'étoile. Ensuite, comme dit, elle ne donne qu'une masse minimale. Pas la masse réelle, sauf si on combine avec d'autres méthodes. Elle ne nous dit rien sur la taille de la planète. Pour connaître son rayon, il faudrait qu'elle passe devant son étoile depuis notre point de vue, un transit, ce qui permet de mesurer la fraction de lumière bloquée. Connaître masse et rayon donne la densité, et donc une idée de la composition gazeuse, rocheuse, riche en eau. La méthode des vitesses radiales, seule, reste muette sur ce point. Elle ne nous renseigne pas non plus sur l'atmosphère, la température de surface, la présence d'océans ou de nuages. C'est une méthode dynamique qui cartographie l'influence gravitationnelle, pas l'aspect physique. Une autre limite est le temps nécessaire. Pour être sûr qu'un signal est bien dû à une planète et non à une activité stellaire intrinsèque, comme des taches qui tournent, il faut observer sur plusieurs périodes orbitales. Pour une planète avec une période de 11 jours comme Teegarden C, quelques mois suffisent. Mais pour une planète avec une orbite de plusieurs années, il faut patienter des années, voire des décennies. C'est un travail de patience, une chasse à la longue traîne. Malgré ses limites, la puissance de la méthode est incontestable. Elle a permis de découvrir les premières exoplanètes autour d'étoiles semblables au Soleil dans les années 90. Elle est complémentaire de la méthode des transits, utilisée par le télescope spatial Kepler par exemple. Souvent, une planète est d'abord détectée par transit, ce qui donne son rayon, puis on fait des mesures de vitesse radiale pour obtenir sa masse, et donc sa densité. Dans le cas de Teegarden, l'alignement n'est probablement pas favorable pour observer un transit, donc la vitesse radiale est notre seule fenêtre pour l'instant. L'autre apport majeur de cette technique, c'est qu'elle permet de découvrir des planètes qui ne transitent pas, qui ont des orbites inclinées par rapport à nous. Elle explore ainsi une diversité de systèmes que la méthode des transits manque. Enfin, elle est capable de détecter des systèmes planétaires complexes, avec plusieurs planètes qui interagissent gravitationnellement. Les signaux se superposent et c'est un véritable travail de démêlage, d'analyse mathématique raffinée pour identifier chaque composante. Pour Teegarden, 2 signaux clairs ont émergé, mais qui sait, avec plus de données, peut-être en découvrira-t-on d'autres plus éloignés. Alors, quelle est la prochaine étape pour la méthode des vitesses radiales ? Les instruments continuent de s'améliorer. Les nouveaux spectrographes visent une précision de l'ordre de 10 cm par seconde. De quoi détecter des planètes de la masse de la Terre autour d'étoiles semblables au Soleil. Des projets comme Espresso au VLT ou l'instrument HiRes prévu pour l'Extremely Large Telescope pousseront ses limites. L'objectif est de construire des catalogues statistiques complets, de comprendre la population planétaire dans son ensemble. Mais pour un monde spécifique comme Teegarden C, la méthode des vitesses radiales a déjà fait son travail principal, elle l'a signalé. Elle nous a dit « Il y a quelque chose ici d'une masse proche de celle de la Terre, en orbite dans la zone habitable. C'est un point de départ extraordinaire. Maintenant, le flambeau passe à d'autres techniques pour tenter de caractériser ce monde. La méthode des vitesses radiales est donc l'outil du chasseur, du pisteur. Elle écoute le silence de l'espace et y perçoit le murmure gravitationnel des planètes. Elle transforme une étoile en un système riche, dynamique, sans avoir besoin de la moindre photographie. C'est une science de l'indirect, de la déduction, qui exige à la fois une technologie de pointe et une profonde compréhension des lois de la physique. Sans elle, Teegarden C serait resté à jamais dans l'ombre, un secret que son étoile aurait gardé. Grâce à elle, nous avons une adresse, des paramètres de base et une invitation à regarder plus attentivement. La prochaine fois que vous entendrez parler de la découverte d'une exoplanète, souvenez-vous qu'il y a de fortes chances qu'elle a été trahie par le léger tangage de son Soleil
une oscillation infime dans l'océan de lumière qui nous parvient, décryptée par des instruments qui repoussent sans cesse les frontières du mesurable. C'est ainsi que l'on découvre l'invisible, non pas en le voyant, mais en sentant son poids, son influence sur ce que l'on peut voir. Et dans ce grand ballet cosmique, chaque petite secousse mesurée est une révolution, un nouveau monde qui entre dans notre champ de connaissances grâce à la perspicacité d'une méthode qui a appris à peser la lumière des étoiles. Mais la zone habitable, ce n'est qu'une condition théorique, une étiquette commode. La vraie question, celle qui fait battre le cœur des astrobiologistes, est bien plus concrète, et si on parlait de l'air qu'on y respire, ou plutôt de l'air qui pourrait ou non envelopper Teegarden Sea. Car un monde rocheux dans la zone tempérée, c'est une chose. Un monde capable de retenir une atmosphère épaisse et stable pendant des milliards d'années, c'en est une autre, bien plus complexe. C'est l'énigme absolue, le goulot d'étranglement de toute habitabilité potentielle. Sans atmosphère, point d'eau liquide en surface. Sans atmosphère, pas de pression, pas de cycle climatique, pas de bouclier contre les radiations. La planète ne serait qu'un rocher stérile, glacé d'un côté et brûlant de l'autre, peu importe la douceur de la lumière rouge qui l'éclaire. Alors, Teegarden qu'a-t-il pu garder son manteau gazeux? Pour répondre, il faut plonger dans le passé violent des naines rouges et dans la physique impitoyable de l'échappement atmosphérique. Quand on pense aux naines rouges, on imagine souvent des étoiles colériques sujettes à des éruptions monstrueuses qui balaient tout sur leur passage. Cette réputation est méritée pour les jeunes spécimens. Dans leur premier milliard, voire leur première milliarde d'années, elles sont des adolescentes turbulentes, crachant des flux intenses de rayons X et de rayonnements ultraviolets extrêmes. Pour une planète située aussi près que Teegarden Sea, cette période juvénile a dû être un enfer absolu. Imaginez un bombardement constant de particules énergétiques et de photons ultraviolets frappant la haute atmosphère d'un jeune monde. Cette énergie est telle qu'elle peut littéralement cuire et arracher les molécules gazeuses, les éjectant dans l'espace. C'est le processus d'échappement atmosphérique, et il peut être si efficace qu'il dépouille d'une planète de toute son enveloppe primordiale en un temps géologique relativement court. Si Teegarden Sea s'est formé avec une atmosphère épaisse d'hydrogène et d'hélium, comme les géantes gazeuses, il est probable qu'il l'ait perdue il y a fort longtemps, mais l'espoir repose sur une autre possibilité, celle d'une atmosphère secondaire. C'est le scénario de la Terre et de Vénus. Une planète peut perdre son enveloppe primordiale, puis, plus tard, se créer une nouvelle atmosphère grâce à son activité interne. Le dégazage volcanique est le principal moteur. Le volcanisme relâche d'énormes quantités de gaz comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre et l'azote. Les impacts de comètes et d'astéroïdes riches en glace peuvent aussi apporter leur contribution. La grande question est donc, cette activité de résurfaçage a-t-elle pu avoir lieu après la phase de colère juvénile de l'étoile? Et si oui, l'atmosphère ainsi produite a-t-elle pu survivre jusqu'à aujourd'hui face à un environnement stellaire désormais plus calme? C'est là que l'âge avancé de l'étoile de Teegarden entre en jeu comme un facteur déterminant. Avec ses 8 milliards d'années environ, elle est une aïeule sereine. Sa période de tempête magnétique intense est terminée depuis très très longtemps. Elle est aujourd'hui remarquablement calme pour une naine rouge, presque aussi paisible que notre Soleil dans sa phase actuelle. Cela change tout. Cela signifie que si Teegarden Sea a réussi à développer une atmosphère secondaire, ne serait-ce qu'au cours des dernières milliards d'années, elle a pu la conserver dans un environnement relativement clément. Il n'y a plus de super-éruptions régulières pour la souffler. La pression du vent stellaire est faible. La planète a pu jouir d'une longue période de stabilité, une ère de paix atmosphérique qui a pu durer plus longtemps que toute l'histoire de la Terre. Ce scénario est plausible, mais il n'est pas garanti. Car même sans éruption violente, d'autres forces sont à l'œuvre. La proximité extrême avec l'étoile expose la haute atmosphère à un rayonnement ultraviolet constant, qui peut encore, lentement mais sûrement, provoquer un échappement. Tout dépend de la force du champ magnétique planétaire. Sur Terre, notre bouclier magnétique dévie les particules chargées du vent solaire, protégeant notre atmosphère. Si Teegarden Sea possède un noyau métallique encore en fusion et d'une rotation différentielle, peut-être induite par les forces de marée malgré la synchronisation, il pourrait générer un champ magnétique global. Ce serait un atout majeur pour sa capacité à retenir son air. A l'inverse, sans champ magnétique,
ou avec un champ très faible, l'atmosphère serait directement exposée à l'érosion par le vent stellaire, même ténu. Ensuite, il y a la question de la composition même de cette atmosphère. C'est un paramètre colossal. Les modèles climatiques tentent de simuler ce qui pourrait être stable. Une atmosphère très épaisse de dioxyde de carbone, par exemple, créerait un effet de serre puissant. Cela pourrait être nécessaire pour réchauffer suffisamment le côté nocturne et empêcher le gaz de se condenser en glace sèche sur le sol glacé. Une telle atmosphère, dense et lourde, serait aussi plus difficile à arracher par l'échappement. Elle pourrait efficacement redistribuer la chaleur depuis le point subsolaire, le point le plus chaud sous l'étoile, vers les régions crépusculaires et le côté nuit. Certaines simulations suggèrent qu'avec une atmosphère suffisamment épaisse, les températures sur une large partie du terminateur pourraient être compatibles avec de l'azote liquide, même sans la chaleur interne de la planète. Une atmosphère plus fine, dominée par l'azote avec des traces de CO2 et de vapeur d'eau, comme la nôtre, serait plus fragile. Elle pourrait mieux permettre une chimie complexe, mais elle serait aussi plus sensible aux variations et offrirait moins de protection thermique au côté nuit. La lumière même de l'étoile joue un rôle. Teegarden rayonne principalement dans l'infrarouge. Le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau sont justement de puissants absorbeurs de rayonnement infrarouge. Cela signifie que dans ce système, ces gaz à effet de serre seraient extrêmement efficaces pour piéger la chaleur. Une petite quantité pourrait avoir un impact climatique bien plus grand que sur Terre sous la lumière du Soleil. L'équilibre est délicat, trop de CO2, et le côté diurne pourrait devenir une fournaise invivable trop peu, et le côté nuit gèle complètement, condamnant peut-être toute la dynamique atmosphérique. Les scientifiques font tourner des modèles en variant ces paramètres masse atmosphérique, composition, force du champ magnétique, présence ou non d'un océan global. Chaque simulation produit un monde différent. Certaines aboutissent à une planète partiellement habitable, avec un oasis en anneau le long du terminateur. D'autres montrent un monde verrouillé dans un état extrême, soit une serre incontrôlée, soit une boule de glace. La vérité, nous ne la connaîtrons pas par la modélisation seule. Il faudra observer. Et c'est là que réside le prochain défi. Immense. Comment détecter et analyser une atmosphère à 12 années-lumière? La méthode la plus puissante serait la spectroscopie de transit. Si Teegarden passe juste devant le disque de son étoile depuis notre point de vue, une fraction infime de la lumière stellaire traversera les hautes couches de son atmosphère. Les molécules présentes absorberont des longueurs d'onde spécifiques, laissant une empreinte, un code-barre chimique, dans la lumière que nous recevons. Malheureusement, la probabilité d'un tel alignement géométrique parfait est faible. Les astronomes la surveillent, mais pour l'instant, aucun transit n'avait été confirmé. L'autre méthode, plus difficile mais possible sans transit, est la spectroscopie en lumière réfléchie. Il s'agit d'isoler la lumière infime que la planète elle-même renvoie en la séparant du flot aveuglant de l'étoile. C'est comme essayer de discerner la lueur d'une luciole collée sur le phare d'une voiture. Les futurs télescopes géants, comme l'Extremely Large Telescope européen, avec son miroir de 39 mètres, tenteront cet exploit dans les années 2030. Ils pointeront vers le système et, en utilisant des coronographes ultra sophistiqués pour masquer la lumière de l'étoile, tenteront de capturer le signal spectral direct de la planète. Ce signal, même faible, pourrait révéler la présence de molécules comme l'eau, l'ozone ou le méthane. La détection d'ozone, un dérivé de l'oxygène, serait particulièrement intéressante car elle pourrait indiquer une source biologique ou du moins une chimie atmosphérique active. Mais attention, une détection n'est pas une preuve de vie. Les processus géochimiques peuvent aussi produire ces gaz. L'interprétation sera longue et prudente. En attendant ces instruments révolutionnaires, nous en sommes réduits aux conjectures éclairées. Le fait que l'étoile soit ancienne et calme est un argument solide en faveur de la possibilité d'une atmosphère persistante. L'absence de fureur juvénile a laissé une fenêtre de tir immense pour que la planète, si elle est géologiquement active, se forge une enveloppe et la maintienne. C'est cette combinaison rare, un monde rocheux dans la zone habitable d'une naine rouge, vielle et stable, qui rend Teegarden si spéciale et si précieuse. Elle nous évite le principal écueil des systèmes d'étoiles rouges jeunes. Elle nous offre un laboratoire pour étudier la climatologie d'un monde verrouillé sous une lumière rouge, dans des conditions qui pourraient être les plus répandues dans la galaxie pour les planètes habitables. Alors, atmosphère ou pas atmosphère? La question reste ouverte, mais l'espoir est permis. Et cet espoir justifie à lui seul toute l'attention que lui portent les astronomes. Car si un jour le spectre d'une molécule comme la vapeur d'eau
où l'oxygène est identifié dans son faible rayonnement, ce ne sera pas juste la résolution d'une énigme, ce sera l'ouverture d'un chapitre entièrement nouveau, la preuve que sous la lueur carmin d'un vieux soleil rouge, des mondes peuvent non seulement exister, mais aussi se vêtir d'un ciel, d'un climat et peut-être d'une histoire. La quête pour l'atmosphère de Teegarden C est bien plus qu'une mesure technique, c'est la quête pour savoir si cette voisine est un rocher nu ou un monde à part entière, perpétuant ainsi le rêve de trouver, enfin, un endroit ailleurs où les conditions sont réunies pour que la chimie de la vie puisse, éventuellement, s'opérer. Mais cette atmosphère, si elle existe, devra affronter une condition extrême qui définit totalement l'environnement de Teegarden C, sa rotation synchrone. C'est probablement le concept le plus crucial à saisir, celui qui transforme une simple planète en zone habitable en un monde radicalement étranger, sans équivalent dans notre système solaire. La rotation synchrone, ou verrouillage tidal, c'est le fait que la planète montre toujours la même face à son étoile, exactement comme la Lune nous montre toujours la même face. La raison est simple, à une distance aussi faible, les forces de marée exercées par la naine rouge sont si intenses qu'elles ont, au fil des millions d'années, freiné la rotation initiale de la planète jusqu'à la synchroniser parfaitement avec sa révolution. Une année sur Teegarden C dure environ 11 jours et un jour dure aussi environ 11 jours. Le résultat est un monde coupé en deux hémisphères permanents et immuables. D'un côté, l'hémisphère diurne, perpétuellement baigné par la lumière rouge de l'étoile. De l'autre, l'hémisphère nocturne, plongé dans une obscurité éternelle et profonde, tourné pour toujours vers le froid du cosmos. Cette configuration simple a des conséquences climatiques et géophysiques d'une complexité folle. Commençons par le côté jour. Ici, le soleil ne se lève ni ne se couche jamais. Il est fixe dans un ciel cramoisi, un point rougeâtre et sombre qui ne bouge pratiquement pas, oscillant peut-être légèrement au fil de l'année à cause d'une éventuelle libration. La luminosité est celle d'un crépuscule perpétuel sur Terre, mais avec une couleur tirant sur l'orange foncé ou le rouge. L'énergie reçue est pourtant similaire à celle que la Terre obtient du Soleil, car la proximité compense la faible luminosité intrinsèque de l'étoile. La température au point subsolaire, le point directement sous l'étoile, dépend entièrement de l'atmosphère. Sans atmosphère, ce point serait brûlant, peut-être plusieurs dizaines de degrés Celsius, tandis que les régions plus éloignées du centre chuteraient rapidement vers le froid. Avec une atmosphère capable de redistribuer la chaleur, les températures pourraient être plus uniformes, mais il resterait probablement un hotspot. La grande question est ce qu'il se passe avec cette chaleur. Elle ne peut pas rester piégée indéfiniment du même côté. L'atmosphère, si elle est présente, devient l'autoroute thermique de la planète, le seul moyen d'exporter l'énergie vers la nuit. Maintenant, le côté nuit. C'est l'inverse absolu. Une nuit éternelle, sans la moindre lueur d'étoile perceptible si ce n'est celle, très faible, des autres soleils de la galaxie. La température, sans apport de chaleur, plongerait vers les profondeurs cryogéniques, probablement en dessous de moins 200 degrés Celsius, voire moins. Toute atmosphère gèlerait, laissant peut-être des dépôts de glace, de gaz carbonique, d'azote ou autre sur le sol. C'est le piège du verrouillage tidal, créer un monde avec deux fours réglés sur des températures absolument incompatibles avec la vie telle que nous la connaissons. Mais entre ces deux enfers potentiels se trouve la région la plus fascinante, la seule où l'espoir d'habitabilité persiste sérieusement, le Terminateur. Le Terminateur, c'est la ligne de démarcation, le cercle crépusculaire qui sépare éternellement le jour de la nuit. Ici, le soleil est toujours sur l'horizon, dans une position fixe. C'est un éternel lever ou coucher de soleil selon que l'on regarde vers le côté jour ou le côté nuit. La lumière est faible, rasante, et les températures pourraient, en théorie, être tempérées. Si l'atmosphère est suffisamment épaisse et dynamique, elle pourrait maintenir une bande de climat acceptable tout le long de cette ceinture crépusculaire. Imaginez un monde où la vie, si elle émerge, ne connaîtrait ni jour ni nuit, mais un crépuscule permanent, où les écosystèmes seraient disposés en anneaux concentriques autour du globe, avec des conditions qui varient en s'éloignant de cette ligne. Du côté jour, il ferait de plus en plus chaud et sec, du côté nuit, de plus en plus froid et glacial. La zone habitable ne serait pas une région, mais une frontière étroite. Cela pose des questions incroyables sur la stabilité d'un tel environnement. La dynamique atmosphérique d'un monde verrouillé est un champ d'étude en soi. Les modèles prédisant des vents violents, pouvant atteindre des vitesses supersoniques,
soufflant du point chaud du côté jour vers le côté nuit en haute altitude, et revenant en surface du côté nuit vers le côté jour. Ces courants jets planétaires tentent désespérément d'équilibrer le déséquilibre thermique colossal. Ils pourraient créer des phénomènes météorologiques permanents, comme une tempête gigantesque et fixe au point subsolaire, ou des courants océaniques monstres si un océan global existe. La présence d'un océan changerait tout, car l'eau est un excellent transporteur de chaleur. Elle pourrait, en circulant, réchauffer considérablement le côté nuit et élargir la zone tempérée. Mais un océan sur un monde verrouillé risque aussi de geler du côté nuit, créant une calotte glaciaire permanente qui réfléchirait la lumière et amplifierait le froid, et pourrait même geler complètement si la circulation est insuffisante. La géographie compte aussi. Une planète avec de grandes masses continentales sur le côté jour verra sa chaleur moins bien redistribuée par les océans. Un monde principalement océanique aurait un climat bien plus uniforme. La question de la condensation atmosphérique sur le côté nuit est primordiale. Si les gaz de l'atmosphère, comme le CO2 ou l'azote, gèlent et tombent en neige sur le sol nocturne, ils sont retirés de l'atmosphère. Cela diminue la pression globale et l'effet de serre, ce qui refroidit encore plus la planète. Un cercle vicieux qui pourrait mener à une glaciation totale. Pour éviter cela, il faut soit une source de chaleur interne, volcanisme, radioactivité, sur le côté nuit pour réchauffer localement le sol et resublimer la glace, soit des vents si puissants qu'ils empêchent la condensation en maintenant les gaz en mouvement. C'est un équilibre très précaire. Parlons justement de la chaleur interne. Sur une planète verrouillée par les marées, l'intérieur n'est pas forcément mort. Les forces de marée de l'étoile, qui tirent de manière différente sur les côtés proches et lointains, peuvent malaxer l'intérieur de la planète et générer une activité géothermique significative. Cela pourrait se manifester par un volcanisme intense, peut-être même plus important que sur Terre. Ce volcanisme serait probablement concentré sur le point directement face à l'étoile et sur le point directement opposé, là où les contraintes de marée sont les plus fortes. Des geysers, des sources chaudes, surtout sur le côté nuit, pourraient être des oasis de chaleur vitaux, empêchant la glaciation totale de l'atmosphère et fournissant des environnements potentiels pour une vie basée sur la chimiosynthèse, comme autour des sources hydrothermales terrestres. Enfin, il faut considérer l'impact sur une éventuelle biosphère. La vie sur un tel monde serait forcément très différente. Pas de cycle jour-nuit, donc pas de rythme circadien basé sur la lumière. Peut-être que les organismes développeraient des rythmes liés aux marées atmosphériques ou thermiques. La photosynthèse, si elle existe, utiliserait la lumière rouge et infrarouge, favorisant des pigments pourprés ou noirs. Les plantes, si elles poussent, ne se tourneraient pas vers le soleil, il est fixe, mais pourraient en s'étaler pour capter le maximum de cette faible lumière rasante. La plupart des êtres vivants seraient probablement confinés dans la bande du Terminateur, ou alors dans les océans profonds où la circulation apportait de la chaleur, ou encore dans des grottes et sous la surface, protégés des radiations et des températures extrêmes. La sélection naturelle favoriserait des organismes capables de tolérer d'énormes gradients de température sur de courtes distances, ou de migrer verticalement dans l'océan pour trouver leur zone de confort. En somme, la rotation synchrone n'est pas une condamnation à mort pour l'habitabilité, mais une contrainte extrême qui redéfinit complètement ce qu'un monde habitable peut être. Cela ne ressemblera en rien à la Terre. C'est peut-être même la norme pour les planètes habitables de la galaxie, étant donné la prédominance des naines rouges. Teegarden Sea est donc un laboratoire mental et futur laboratoire observationnel pour étudier cette norme potentielle. Comprendre comment l'atmosphère, les océans et la géologie interagissent pour adoucir les contrastes infernaux entre le jour et la nuit éternelle est l'un des défis les plus passionnants de la climatologie planétaire. Chaque nouvelle simulation informatique nous apprend un peu plus sur la résilience des climats, sur la diversité des équilibres possibles, et cela nous force à élargir notre imagination. La vie, si elle est un phénomène robuste et inventif, pourrait très bien s'adapter à un crépuscule perpétuel, à des vents violents, à un soleil fixe dans un ciel rouge. Elle pourrait prospérer dans les mers tièdes du Terminateur ou autour des cheminées volcaniques du côté nuit. Le verrouillage tidal crée un monde double, une dichotomie parfaite, mais aussi peut-être l'occasion pour la complexité d'émerger dans la frontière entre ces deux extrêmes. Pour nous, observateurs lointains, cette configuration pose aussi des défis pratiques. Étudier un tel monde de manière indirecte sera très difficile.
Les variations de lumière que nous pourrions mesurer dépendront de la répartition des nuages, des glaces et des continents entre l'hémisphère jour et l'hémisphère nuit. Un océan sur le côté jour pourrait apparaître très sombre, une calotte glaciaire sur le côté nuit très brillante. En analysant les changements de luminosité de la planète au cours de son orbite, ses phases, nous pourrions peut-être cartographier grossièrement ces contrastes. Toute cette discussion part du principe que Teegarden Sea est parfaitement verrouillé. C'est très probable, mais pas absolument certain. Une résonance orbitale particulière, la présence d'une autre grosse planète ou une excentricité orbitale pourrait lui permettre d'éviter le verrouillage parfait et de conserver une rotation lente, avec un cycle jour-nuit. Cela changerait tout en adoucissant considérablement les contrastes thermiques. Mais dans le cas le plus probable, celui du verrouillage, Teegarden Sea nous offre une vision d'un type de monde qui pourrait être le plus commun pour abriter des conditions clémentes dans l'univers. C'est une vision à la fois étrange et familière, un rappel que l'habitabilité est un concept flexible qui s'adapte aux contraintes de son environnement. Notre Terre, avec son cycle régulier de 24 heures, pourrait bien être l'exception et non la règle. Et si nous découvrons un jour que dans le système de Teegarden, le Terminateur est tempéré, alors nous saurons que la galaxie pourrait être remplie de tels mondes crépusculaires, chacun avec son propre équilibre délicat entre la fournaise et la glace, entre la lumière éternelle et les ténèbres sans fin. Et si, dans ce fragile équilibre du Terminateur, une forme de vie avait malgré tout réussi à émerger? C'est de la question ultime, celle qui transforme Teegarden Sea d'un objet d'étude climatique en un potentiel miracle. Mais comment le savoir? Comment, depuis notre petit point bleu à 12 années-lumière de distance, pourrions-nous sentir l'air de ce monde, y détecter la signature chimique d'une biosphère? C'est tout l'enjeu de la recherche de biosignatures, la quête la plus excitante et la plus difficile de l'astronomie moderne. Il ne s'agit plus de mesurer des masses ou des orbites, mais de chercher des traces infimes dans la lumière, des déséquilibres chimiques révélateurs. Sur Terre, la vie a profondément altéré notre atmosphère. Elle a rempli l'air d'oxygène, un gaz très réactif qui, sans le renouvellement permanent par la photosynthèse, disparaîtrait rapidement. Elle y a ajouté du méthane, produit par les bactéries et d'autres organismes. La coexistence simultanée d'oxygène et de méthane est un signal fort, car ces deux gaz réagissent ensemble et se détruisent. Leur présence durable nécessite une source qui les régénère en permanence, et la vie est une excellente candidate. Voilà le genre de panneau indicatif que les astronomes espèrent trouver. Mais il y a d'autres biosignatures potentielles, des combinaisons particulières de gaz comme le protoxyde d'azote, des vapeurs organiques complexes, ou même des déséquilibres saisonniers dans la composition de l'atmosphère. L'idée n'est pas de trouver une molécule magique, mais un tableau chimique global qui ne peut s'expliquer de manière évidente par des processus géologiques ou photochimiques seuls. Pour Teegarden Sea, la chasse est ouverte, mais les défis sont herculéens. La première méthode, la plus puissante, serait la spectroscopie de transit. Si la planète passe devant son étoile, la lumière de cette dernière traverse une fine couche de l'atmosphère planétaire. Les molécules présentes absorbent des longueurs d'onde spécifiques, créant des lignes sombres dans le spectre de la lumière starlight. En analysant ces lignes, on peut dire « Tiens, il y a de la vapeur d'eau ici, du dioxyde de carbone là, peut-être un peu d'ozone. » Malheureusement, l'alignement doit être parfait, et la probabilité pour Teegarden Sea est faible. Les astronomes scrutent, mais pour l'instant, rien. Il faut donc se tourner vers une méthode encore plus difficile, la spectroscopie en lumière réfléchie ou émise directement. Il s'agit d'isoler la lumière infime qui vient de la planète elle-même. Imaginez essayer de discerner la faible lueur rougeâtre d'un brasier situé à côté d'un énorme projecteur de couleur rouge aussi. C'est presque impossible à séparer. C'est pourtant ce que les futurs télescopes tenteront. Le James Webb Space Telescope, bien que n'étant pas optimisé pour ce genre de cible précise, pourrait tenter des observations. Mais les grands espoirs reposent sur la prochaine génération d'observatoires terrestres, des télescopes extrêmement grands, ou ELT. L'Extremely Large Telescope européen, avec son miroir principal de 39 mètres, sera un monstre de collecte de lumière. Couplé à des instruments comme Harmony ou Matisse et équipé de coronographes ultra sophistiqués, il pourra tenter de masquer la lumière aveuglante de l'étoile de Teegarden et de capturer le signal spectral direct de la planète. Ce ne sera pas une image détaillée, mais plutôt un point de lumière, un pixel.
mais ce pixel contiendra un spectre, une décomposition de la lumière qui nous renseignera sur la composition de l'atmosphère et même de la surface. La lumière dominante de l'étoile dans l'infrarouge est en fait un avantage. De nombreuses molécules intéressantes, comme l'eau, le méthane, le dioxyde de carbone et l'ozone, ont des signatures fortes dans l'infrarouge. Le rayonnement thermique émis par la planète elle-même, surtout du côté jour, sera aussi dans cette gamme de longueurs d'onde. L'analyse consistera donc à chercher ces empreintes digitales chimiques dans un signal extraordinairement faible et noyé dans le bruit. Il faudra des heures, peut-être des dizaines d'heures d'observation cumulative et des algorithmes de traitement du signal d'une complexité folle pour extraire l'information. Et même avec tout cela, l'interprétation sera délicate. Trouver de l'oxygène seul ne serait pas une preuve de vie. Sur Terre, l'oxygène en grande quantité a fait le produit de la vie, mais il existe des processus abiotiques qui pourraient en générer. Par exemple, la photolyse de la vapeur d'eau par le rayonnement ultraviolet peut casser les molécules d'eau et libérer de l'oxygène. Une planète avec beaucoup d'eau et un fort rayonnement UV pourrait avoir de l'oxygène sans vie. De même, du méthane peut être produit par l'activité volcanique ou des réactions entre l'eau et les roches. C'est la combinaison, le contexte, qui est important. La découverte simultanée d'oxygène ou d'ozone et de méthane, avec de la vapeur d'eau, dans les proportions justes et en excluant d'autres explications géochimiques, serait un argument bien plus solide. Il faudra aussi caractériser l'étoile avec une précision inouïe pour comprendre l'environnement de rayonnement dans lequel baigne la planète et ainsi savoir quelles réactions photochimiques sont possibles. Et puis, il y a l'échelle de temps. L'étoile de Teegarden a 8 milliards d'années. Si une vie complexe y existe, elle y a eu des milliards d'années de plus que sur Terre pour évoluer. Pourrait-on détecter des technosignatures, c'est-à-dire des signes de technologie? C'est le domaine du SETI. Des émissions radio-artificielles, des signaux laser ou même des polluants industriels dans l'atmosphère comme certains CFC seraient en des preuves absolues. Des programmes d'écoute radio ont déjà pointé leurs antennes vers le système Teegarden sans résultat pour l'instant. Mais l'absence de signal ne signifie rien, nous ne savons pas sur quelle fréquence, avec quelle puissance ou à quel moment une civilisation potentielle émettrait. La recherche de biosignatures et de technosignatures sont deux axes complémentaires d'une même grande question. Pour Teegarden C, la première étape sera de confirmer la présence d'une atmosphère. Ensuite, d'en déterminer la composition générale. Si on y trouve de la vapeur d'eau en quantité significative, ce sera déjà une énorme nouvelle. Si on détecte un déséquilibre intrigant, la communauté scientifique entrera dans une période d'analyse et de débat intense. Il faudra probablement attendre d'autres instruments encore plus sensibles pour confirmer. Le chemin est long, mais il est tracé. Alors, que se passerait-il en cas de découverte? Même une biosignature faible, nécessitant confirmation, électriserait le monde. Cela voudrait dire que sur au moins un autre monde autour d'une étoile banale, les processus qui mènent à la vie ont pu opérer. Cela transformerait Teegarden C du statut de point de données à celui de destination prioritaire pour toute l'humanité. Les projets de missions interstellaires, même lointains, trouveraient une motivation concrète et puissante. Culturellement et philosophiquement, l'impact serait incommensurable. A l'inverse, si après des décennies d'observation avec les meilleurs instruments, nous ne trouvons aucune trace d'atmosphère ou seulement une enveloppe inerte, ce serait aussi une leçon importante. Cela signifierait peut-être que les mondes verrouillés tidally ont du mal à retenir une atmosphère ou à développer une biosphère complexe, ou que la vie est plus rare que nous l'espérions. Dans les deux cas, Teegarden C resterait une pierre de Rosette pour comprendre les limites de l'habitabilité. En attendant, la quête elle-même pousse la technologie à ses limites. Elle force à inventer de nouveaux instruments, de nouvelles méthodes d'analyse, de nouvelles façons de penser. Chaque tentative, réussie ou non, affine notre compréhension. Teegarden C est donc bien plus qu'une exoplanète, c'est un banc d'essai pour l'avenir de l'astrobiologie. Sa proximité relative en fait le cobaye idéal, le premier sur la liste pour des études approfondies. Dans les 10 à 20 prochaines années, nous en saurons certainement beaucoup plus. Les télescopes géants au sol et peut-être de nouvelles missions spatiales dédiées nous apporteront des données. Alors, gardons un œil sur cette petite étoile rouge dans le bélier. Elle pourrait, un jour pas si lointain, nous envoyer un message non pas sous forme d'onde radio, mais caché dans la faible lueur de sa planète, un message écrit dans le langage des atomes et des molécules, nous murmurant peut-être que nous ne sommes pas seuls à contempler la nuit. La recherche de biosignatures, c'est une aventure patiente, une écoute du silence cosmique,
où chaque petit signal est disséqué avec une attention infinie. Pour Teegarden Sea, cette écoute commence à peine, mais elle porte en elle l'une des plus grandes espérances de la science. Cette quête de signatures biologiques, aussi passionnante soit-elle, ne concerne pas qu'une seule planète. Elle s'inscrit dans un effort plus large de tri et de classement parmi les milliers d'exoplanètes découvertes. Et dans ce vaste catalogue, Teegarden Sea occupe une place vraiment à part, souvent en tête de liste lorsqu'on parle de mondes potentiellement habitables. Pour comprendre pourquoi, il faut se familiariser avec un outil simple mais éclairant, l'indice de similarité avec la Terre, ou ESI. Cet indice, compris entre 0 et 1, évalue à quel point une planète ressemble à la nôtre en termes de rayons, de masse, de densité et de flux d'énergie reçu de son étoile. Plus il est proche de 1, plus la planète est en gros terrestre dans ses caractéristiques physiques de base. Teegarden Sea affiche un ESI remarquablement élevé, l'un des plus hauts jamais enregistrés, rivalisant avec des célébrités comme Proxima Centauri b, les planètes du système TRAPPIST-1. Ce score n'est pas un hasard. Il résulte d'une combinaison de facteurs qui, réunis, font de ce monde un candidat de premier ordre. D'abord, sa masse minimale est très proche de celle de la Terre, ce qui laisse fortement supposer une composition rocheuse. Ensuite, son flux stellaire, la quantité d'énergie qu'elle reçoit, est très similaire à celui que la Terre obtient du Soleil. Ces deux paramètres fondamentaux poussent mécaniquement le SI vers le haut. Mais au-delà de ce simple chiffre, c'est le contexte global qui rend Teegarden Sea si intéressant par rapport à d'autres candidats bien connus. Prenons Proxima Centauri b, par exemple. Elle orbite autour de l'étoile la plus proche de nous, une naine rouge elle aussi. Mais cette étoile, Proxima Centauri, est notoirement active, sujette à de puissantes éruptions qui bombardent sa planète de rayons et d'UV. Son âge est aussi beaucoup moins avancé. Proxima b est sans doute en rotation synchrone, mais dans un environnement bien plus hostile, où la question de la rétention d'une atmosphère est encore plus épineuse. Teegarden Sea, elle, bénéficie du calme senior de son Soleil. Comparons maintenant avec les mondes de TRAPPIST-1, un autre système emblématique de naines rouges ultra froides. Là, plusieurs planètes sont dans la zone habitable, ce qui est fascinant. Cependant, elles orbitent tellement près les unes des autres que leurs interactions gravitationnelles sont intenses, ce qui peut générer un réchauffement par force de marée important et rendre leur climat potentiellement chaotique. De plus, l'étoile TRAPPIST-1, bien que plus calme que Proxima, est probablement plus jeune et plus active que Teegarden. Le système Teegarden, avec ses deux planètes aux orbites plus espacées, semble plus paisible, plus stable. Cette stabilité, c'est la clé. Et c'est ce qui fait de Teegarden Sea un point idéal, un sweet spot dans le paysage des exoplanètes habitables. Elle cumule les avantages sans plusieurs des inconvénients majeurs souvent associés aux naines rouges. Premier avantage, une étoile vieille et calme. Cela atténue énormément le risque d'érosion atmosphérique par les éruptions, le principal tueur d'habitabilité pour ce type d'étoile. Deuxième avantage, une position dans la zone habitable dite conservatrice, c'est-à-dire la partie la plus froide de cette zone où le halo liquide de surface est considéré comme plus plausible. Cela évite le risque de serre incontrôlable qui pourrait menacer une planète trop proche du bord chaud. Troisième avantage, une distance stellaire qui, bien que conduisant probablement à un verrouillage tidal, n'est pas si extrême que cela rende toute dynamique atmosphérique impossible. Et quatrième avantage, décisif, une proximité relative de 12 années-lumière seulement. Cela semble immense, mais à l'échelle galactique, c'est la porte à côté. Cette proximité place Teegarden Sea à une distance où la caractérisation atmosphérique devient un objectif technologiquement concevable dans un avenir proche, avec la prochaine génération de télescopes. Beaucoup d'autres candidats avec un ESI élevé sont malheureusement 2, 3 ou 10 fois plus loin, ce qui rend toute étude détaillée bien plus difficile, voire impossible avec les instruments actuels ou en construction. Teegarden Sea est donc à la fois prometteuse sur le papier et accessible. C'est cette combinaison rare qui en fait une cible de choix. Bien sûr, le SI a ses limites. Il ne tient pas compte de la composition atmosphérique, de la présence d'un champ magnétique ou de l'activité géologique. Une planète peut avoir un SI parfait et être une boule de roche stérile comme Vénus, ou un monde gelé et sans air. L'indice n'est qu'un filtré initial, un moyen de dire celle-ci mérite qu'on y regarde de plus près, et dans le cas de Teegarden Sea, tous les regards se tournent effectivement vers elle. Elle est devenue un banc d'essai pour nos modèles climatiques de mondes verrouillés, un laboratoire pour développer les techniques de spectroscopie de haute précision,
et un symbole de la quête pour une vie ailleurs. En l'étudiant, nous n'apprenons pas seulement sur un monde unique, nous apprenons sur une classe entière de planètes qui pourraient être les plus nombreuses dans la Voie lactée, les planètes rocheuses en orbite serrée autour de naines rouges anciennes. Ces étoiles, représentant jusqu'à 70% des étoiles de la galaxie, brûlent leur carburant avec une lenteur extrême, leur offrant une espérance de vie de milliers de milliards d'années, bien au-delà de l'âge actuel de l'univers. Les planètes qui les entourent ont donc un temps colossal pour que la vie émerge et évolue, bien plus que autour d'étoiles comme le Soleil. Teegarden C, avec ses 8 milliards d'années, est l'archétype de ces mondes durables. Si nous parvenons un jour à démontrer qu'une telle planète peut effectivement être habitable, voire habitée, cela révolutionnerait notre vision de l'abondance de la vie dans le cosmos. Cela signifierait que les habitats potentiels sont partout autour des étoiles les plus communes et qu'ils persistent pendant des durées presque inimaginables. Teegarden C est donc bien plus qu'un numéro dans un catalogue. C'est un prototype, un représentant de ce qui est peut-être le standard galactique pour un monde habitable. Son étude nous force à sortir de notre géocentrisme planétaire. Nous, terriens, sommes des produits d'un système double étoile-planète assez particulier, une étoile de taille moyenne, une planète avec une rotation rapide et un grand satellite stabilisateur. Teegarden C nous présente un modèle alternatif radical, une étoile petite et faible, une planète verrouillée, probablement sans lune importante, mais avec une durée de vie stable dépassant de loin la nôtre. Le fait que ces deux modèles si différents puissent tous deux aboutir à un indice de similarité avec la Terre aussi élevé est en soi une leçon profonde. L'habitabilité est un concept au visage multiple. Elle n'exige pas une copie conforme de notre monde. Elle peut s'épanouir sous un soleil rouge fixe, dans un crépuscule perpétuel, pour peu que les conditions physiques et chimiques de base soient réunies. En plaçant Teegarden C si haut dans ses classements, la communauté scientifique reconnaît cette vérité et désigne ce monde comme le meilleur exemple actuel pour tester nos idées sur la diversité des habitabilités. La route est encore longue avant de savoir si ce statut privilégié est mérité. Peut-être que les premières observations détaillées révéleront une atmosphère ténue ou totalement absente. Peut-être découvrirons-nous que le verrouillage tidal est une condamnation à mort climatique pour la plupart des planètes. Mais peut-être, au contraire, obtiendrons-nous les premiers indices d'un monde complexe et tempéré. Dans tous les cas, chaque donnée collectée sur Teegarden C aura une valeur inestimable, car elle éclairera non seulement ce système, mais des milliards d'autres similaires dispersés dans la galaxie. C'est cela la véritable importance de ce point de lumière. À 12 années-lumière, il est notre représentant local, notre émissaire, pour comprendre le destin le plus commun peut être réservé aux planètes capables d'abriter la vie. Alors, quand vous entendez parler du top 10 des exoplanètes habitables et que vous voyez Teegarden C trôner souvent en tête, souvenez-vous que ce n'est pas juste à cause d'un calcul mathématique abstrait. C'est parce qu'elle incarne mieux que tout autre la convergence rare d'une physique favorable et d'une accessibilité observationnelle, offrant à l'humanité sa chance la plus tangible, dans un avenir proche, de répondre à l'antique question de notre solitude dans l'univers. Mais pour qu'un monde soit véritablement habitable, il ne suffit pas d'avoir une atmosphère et une température clémente en surface. Il faut aussi un intérieur actif, un cœur qui bat en quelque sorte, car c'est cette activité géologique qui souvent crée et entretient les conditions favorables à la vie. Alors, qu'en est-il sous la surface présumée rocheuse de Teegarden C? Que peut-on deviner de sa structure interne et de son potentiel géologique? Ces questions sont centrales, mais les réponses sont encore largement spéculatives, car nous n'avons que des indices très indirects. La masse minimale de la planète, déduite des mesures de vitesse radiale, suggère fortement une composition rocheuse. Si son rayon était un jour mesuré, par exemple via un transit hypothétique ou par d'autres méthodes, on pourrait calculer sa densité moyenne. Une densité proche de celle de la Terre ou de Vénus confirmerait qu'il s'agit bien d'un monde tellurique, avec un noyau métallique, un manteau silicaté et une croûte. Mais au-delà de cette simple division en couches, tout devient plus incertain. L'activité géologique d'une planète est alimentée par deux sources principales de chaleur interne. La première, c'est la chaleur primordiale, résiduelle de l'énergie colossale libérée lors de l'accrétion planétaire il y a des milliards d'années. La seconde est souvent la plus importante sur le long terme, c'est la chaleur produite par la désintégration d'éléments radioactifs présents dans les roches, comme l'uranium,
le thorium et le potassium. Sur Terre, cette radioactivité naturelle maintient le manteau en convection lente, ce qui entraîne la tectonique des plaques, le volcanisme et le renouvellement de la surface. Teagarden C, avec une masse comparable, devrait posséder une quantité similaire de ces éléments radioactifs. Donc, en principe, elle dispose d'une source de chaleur durable. Mais il y a un autre facteur potentiellement bien plus puissant, dans son cas particulier le chauffage par force de marée. Étant donné sa proximité extrême avec son étoile et son probable verrouillage tidal, les forces de gravité qui s'exercent sur elle ne sont pas uniformes. L'étoile tire plus fort sur le côté face qu'elle que sur le côté opposé. Cette différence étire et comprime légèrement la planète en permanence. Si son orbite n'est pas parfaitement circulaire, cette déformation change au cours de la révolution, provoquant un frottement interne, un malaxage des couches rocheuses qui génèrent de la chaleur. C'est le même phénomène qui chauffe l'intérieur de la lune Io de Jupiter, la rendant l'objet le plus volcanique du système solaire. Teagarden C pourrait donc subir un chauffage tidal significatif, surtout si son orbite présente une légère excentricité. Cette source d'énergie supplémentaire pourrait maintenir un intérieur très actif, bien au-delà de ce que la radioactivité seule permettrait. Les conséquences seraient majeures. Un volcanisme intense et continu pourrait être une caractéristique déterminante de la planète. Cela aurait des effets contradictoires sur l'habitabilité. D'un côté, le volcanisme est un formidable agent de renouvellement atmosphérique. Il dégage d'énormes quantités de gaz, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, dioxyde de soufre, azote, qui peuvent constituer ou reconstituer une atmosphère. C'est probablement ainsi que la Terre et Vénus ont obtenu la majeure partie de leur atmosphère. Si Teagarden C avait perdu son enveloppe primordiale durant la jeunesse turbulente de l'étoile, un volcanisme tidal soutenu aurait pu lui en forger une seconde, plus tard. Ensuite, ce volcanisme pourrait participer au cycle du carbon silicates, un thermostat planétaire essentiel. Sur Terre, le CO2 de l'atmosphère se dissout dans l'eau de pluie, forme de l'acide carbonique qui attaque les roches silicatées, libérant des ions qui sont transportés jusqu'aux océans. Là, des organismes marins, comme le plancton, l'utilisant pour fabriquer leurs coquilles en carbonate de calcium. Quand ils meurent, ces carbonates s'accumulent au fond des océans et sont finalement recyclés dans le manteau par la subduction des plaques tectoniques. La chaleur du manteau libère alors le CO2, qui retourne dans l'atmosphère via les volcans. Ce cycle régule la quantité de CO2 dans l'air et donc la température globale. Pour Teagarden C, un tel cycle est-il possible? Il nécessiterait la présence d'eau liquide en surface pour l'altération des roches et d'une forme de recyclage de la croûte, c'est-à-dire d'une tectonique des plaques ou d'un processus équivalent. Rien ne dit que Teagarden C a une tectonique des plaques. Cette particularité terrestre dépend de nombreux facteurs, eau dans le manteau, épaisseur de la croûte, etc. Mais même sans plaques, un volcanisme intense pourrait recycler les gaz d'une manière plus simple, en les relâchant continuellement. L'effet thermostat serait moins fin, mais pourrait exister. D'un autre côté, un volcanisme trop intense serait catastrophique. Une activité de type Io, avec des éruptions permanentes recouvrant la surface de la vase fraîche et emplissant l'atmosphère de poussière et de gaz toxiques comme les SO2, rendrait le monde invivable. L'équilibre est donc subtil, il faut assez de volcanisme pour maintenir une atmosphère et peut-être un cycle, mais pas trop pour ne pas étouffer la planète sous les cendres et créer un effet de serre incontrôlable. L'autre grande question est celle du champ magnétique. Sur Terre, notre bouclier magnétique est généré par l'effet dynamo dans le noyau externe de fer en convection, liquide et conducteur. Ce bouclier est crucial pour dévier les particules énergétiques du vent solaire, protégeant ainsi notre atmosphère de l'érosion. Teagarden C a-t-elle un tel bouclier? Pour qu'une dynamo fonctionne, il faut un noyau métallique partiellement liquide et une rotation différentielle qui entraîne la convection. La rotation synchrone complique les choses. La planète ne tourne pratiquement plus sur elle-même par rapport à son étoile. Cependant, une rotation axiale très lente n'empêche pas nécessairement une dynamo Vénus, qui tourne très lentement, n'a pas de champ magnétique global significatif, mais cela est peut-être dû à l'absence de convection dans son noyau, pas à sa rotation. La source de chaleur interne de Teagarden C, qu'elle soit radioactive ou tidale, pourrait maintenir son noyau suffisamment chaud pour qu'une partie reste liquide. Les forces de marée pourraient aussi agiter ce noyau et entretenir la convection. C'est possible, mais pas certain.
Si un champ magnétique existe, il serait un atout formidable pour la préservation d'une atmosphère face au vent, même faible, de la vieille étoile. S'il n'existe pas, l'atmosphère serait plus vulnérable, même dans un environnement stellaire calme. Enfin, il faut considérer la surface elle-même. À quoi pourrait-elle ressembler? Si le volcanisme est important, la surface pourrait être jeune, constamment renouvelée, avec de vastes plaines de lave, des chaînes de volcans et peut-être des calderas géantes. La forte chaleur interne pourrait aussi favoriser une activité hydrothermale intense si de l'eau est présente. Sur Terre, les sources hydrothermales abritent des écosystèmes prospères, basés sur la chimiosynthèse, indépendants de la lumière du Soleil. Sur le côté nocturne glacé de Teegarden Sea, de tels geysers ou sources chaudes seraient des oasis de chaleur et d'énergie potentielles pour la vie, même en l'absence totale de lumière. La difficulté, bien sûr, est que nous n'avons aucun moyen direct d'observer tout cela pour le moment. La géologie d'une exoplanète est pratiquement invisible à nos instruments. Les seuls indices pourraient en venir de l'atmosphère elle-même. La détection de gaz volcaniques comme le dioxyde de soufre en quantité anormale ou d'aérosols pourrait trahir une activité en cours. Une atmosphère très riche en C. O2 pourrait aussi être le signe d'un dégazage volcanique important. Les futures observations spectroscopiques pourraient donc indirectement nous renseigner sur le cœur de la planète. En résumé, l'intérieur de Teegarden C est une grande inconnue, mais une inconnue cruciale. Sa potentielle activité géologique, nourrie par la radioactivité et surtout par les marées stellaires, pourrait être le moteur qui rend ce monde vivable, ou au contraire l'enfer qu'il condamne. C'est cette géologie qui décidera peut-être si l'atmosphère peut persister, si un cycle des éléments peut s'établir, et si des environnements stables et riches en énergie chimique peuvent exister à sa surface ou dans ses profondeurs. Sans un intérieur actif, Teegarden Sea ne serait qu'un rocher froid des morts, verrouillé entre le feu et la glace. Avec un intérieur dynamique, elle devient un monde en perpétuelle transformation, peut-être capable de se créer et d'entretenir les conditions d'une chimie complexe. La frontière entre la planétologie et l'astrobiologie est ici très ténue. En étudiant les contraintes physiques qui pèsent sur ce monde, nous ne faisons pas que de la géologie théorique, nous cherchons à savoir si les conditions pour l'émergence de la vie peuvent être réunies de manière durable ailleurs que sur notre planète. Teegarden Sea, par son verrouillage tidal, nous offre un modèle extrême où les forces stellaires malaxent l'intérieur planétaire de manière bien plus intense que chez nous. Comprendre ce modèle, c'est comprendre à quel point la vie pourrait être robuste et adaptable, capable de s'accrocher même sur un monde secoué par les marées et sculpté par le feu interne. Et si cette géologie interne, ce potentiel volcanique, n'était à ne pas seulement le fruit des marées de l'étoile, mais aussi l'héritage d'une histoire plus large, celle de tout le système planétaire, car Teegarden Sea n'est pas un orphelin spatial, elle partage son soleil avec au moins un autre monde, Teegarden B, et peut-être d'autres encore invisibles. Pour bien comprendre notre candidate habitable, il faut la replacer dans son contexte familial, dans cette mini-constellation qui gravite autour de la vieille naine rouge. Teegarden B, la planète intérieure, est un objet fascinant en soi. Découverte en même temps que sa sœur, elle est encore plus proche de l'étoile, avec une période orbitale d'environ 4 jours et 9 dixièmes. Cette proximité la place très probablement en dehors de la zone habitable conventionnelle, du moins pour l'œil liquide en surface. Le flux stellaire qu'elle reçoit est plus important, ce qui en fait un monde probablement très chaud, mais attention, cela ne signifie pas qu'elle est forcément une fournaise stérile comme Vénus. Tout dépend encore une fois de la présence et de la composition d'une atmosphère. Avec une atmosphère très réfléchissante, elle pourrait avoir une température de surface modérée. A l'inverse, avec une atmosphère épaisse et un effet de serre prononcé, elle pourrait être infernale. Elle aussi est probablement en rotation synchrone, présentant un hémisphère jour brûlant et un hémisphère nuit glaciale. Mais sa position plus interne en fait une voisine intéressante pour Teegarden Sea. La première question que pose ce duo, c'est celle de leur interaction gravitationnelle. Deux planètes aussi proches l'une de l'autre et de leur étoile s'influencent mutuellement. Leurs orbites ne sont pas de parfaits cercles inertiels, elles se perturbent légèrement. Ces perturbations, si elles sont mesurables, peuvent nous donner des informations précieuses sur leur masse réelle, et pas seulement minimale. En étudiant les infimes variations dans les temps des signaux de vitesse radiale, les astronomes pourraient affiner nos connaissances sur ces deux mondes. Cette danse gravitationnelle a aussi dû jouer un rôle crucial dans leur passé.
La façon dont les planètes se forment et migrent dans le disque de gaz, de poussière qui entoure une jeune étoile est souvent chaotique. Il est possible que Teegarden B et C ne se soient pas formées exactement là où elles sont aujourd'hui. Elles ont pu migrer vers l'intérieur sous l'effet des interactions avec le disque ou entre elles. Cette migration précoce a des implications directes sur leur composition. Si elles se sont formées plus loin, dans des régions plus froides du disque protoplanétaire, elles ont pu accumuler plus de glace d'eau, de méthane et d'ammoniac. En migrant ensuite vers l'intérieur, ces glaces seraient fondues, potentiellement donnant naissance à de vastes océans souterrains, ou même à des océans de surface si la planète a su retenir son eau. Teegarden C pourrait donc être un monde bien plus riche en eau que la Terre, un véritable monde océan. A l'inverse, si elles se sont formées sur place, à partir d'un disque déjà appauvri en éléments volatiles à cette distance si proche de l'étoile, elles pourraient être des planètes plutôt sèches, peut-être avec très peu d'eau. La présence de Teegarden B plus chaude peut aussi influencer Teegarden C d'une autre manière en agissant comme un bouclier partiel contre les impacts. Dans le jeune système, le bombardement de comètes et d'astéroïdes était intense. La planète intérieure, par sa gravité, peut dévier ou capturer une partie de ces projectiles, réduisant le taux d'impact sur sa sœur extérieure. Cela pourrait avoir été bénéfique pour l'émergence d'une vie précoce sur Teegarden C en limitant les catastrophes d'impact stérilisantes. Mais la présence d'un système à plusieurs planètes ouvre aussi une autre perspective intrigante, la panspermie. Si la vie était apparue sur Teegarden B, ce qui est très spéculatif étant donné sa chaleur, ou sur Teegarden C, un impact d'astéroïdes suffisamment puissant pourrait éjecter des fragments de roches contenant des micro-organismes résistants dans l'espace. Ces fragments pourraient ensuite voyager et tomber sur l'autre planète, ensemençant ainsi la vie d'un monde à l'autre. La faible distance entre leurs orbites rend ce transfert bien plus probable qu'entre, disons, la Terre et Mars. Le système Teegarden pourrait ainsi être un laboratoire naturel pour la propagation de la vie, si elle est apparue. Au-delà de ce duo connu, la grande question est: y a-t-il d'autres planètes dans ce système ? Il est tout à fait possible que des mondes plus éloignés, plus froids, n'aient pas encore été détectés. Leur influence gravitationnelle sur l'étoile serait bien plus faible et plus lente, nécessitant des décennies d'observation pour être décelées. Ces planètes, situées dans la région glacée au-delà de la ligne de glace du système, pourraient être des analogues de Mars, ou même des mini-Neptunes glacés. Leur présence influencerait la stabilité à long terme des orbites des planètes intérieures. Un système avec seulement 2 planètes peut être dynamiquement stable sur des milliards d'années, surtout si leurs orbites sont quasi circulaires et bien espacées. L'ajout d'une planète géante lointaine pourrait, selon sa configuration, soit stabiliser encore plus le système, soit au contraire introduire des perturbations à très long terme. L'architecture du système, une fois pleinement connue, nous renseignerait donc sur son histoire et sa tranquillité passée. Un système stable et paisible est évidemment plus propice au développement d'une vie complexe qu'un système où les orbites chaotiques entraînent des variations climatiques brutales. Étudier Teegarden C sans considérer Teegarden B, c'est étudier la Terre sans considérer Vénus ou Mars. Ces mondes ne sont pas indépendants, ils font partie d'un écosystème gravitationnel et historique commun. Leurs atmosphères, si elles existent, pourraient même présenter des similitudes ou des différences révélatrices de leur évolution divergente. Par exemple, si les 2 planètes sont une atmosphère riche en CO2, mais que celle de Teegarden B montre des signes d'une perte d'eau massive due à l'effet de serre, cela nous donnerait des indices précieux sur le destin qui aurait pu être celui de Teegarden C si elle avait été un peu plus proche de l'étoile. En somme, le système de Teegarden est un petit laboratoire pour la science des systèmes planétaires compacts autour des naines rouges. Il nous montre que même autour d'une étoile si faible, la nature peut former non pas une, mais plusieurs planètes rocheuses. Cela renforce l'idée que les systèmes multiplanétaires sont la norme, pas l'exception. Chaque fois que nous en découvrons un, surtout aussi proche, nous obtenons une pièce supplémentaire du puzzle de la formation planétaire. Pour l'avenir, la caractérisation de ce système sera une priorité. Les astronomes chercheront inlassablement des signes de transit pour l'une ou l'autre planète, car cela ouvrirait des possibilités d'études extraordinaires. Ils affineront les mesures de vitesse radiale pour traquer d'autres compagnons. Peut-être qu'un jour, avec un interféromètre spatial, nous obtiendrons une image directe, même sous la forme de quelques pixels de cette petite famille planétaire. Ces points de lumière nous raconteraient alors une histoire bien plus riche que celle d'un monde isolé. Ils nous parleraient de migration, de collision,
d'échange de matériaux et peut-être, qui sait, de la dissémination d'ingrédients prébiotiques d'un monde à l'autre. Teegarden C est donc le membre le plus prometteur d'une petite fratrie stellaire. Son potentiel d'habitabilité est sans doute lié à sa position dans cette fratrie, protégée peut-être par sa sœur intérieure, enrichie par des matériaux venus de plus loin, et stable grâce à une configuration orbitale paisible. Lorsque nous regardons vers ce système, nous ne devrions pas voir une seule cible, mais un petit univers en miniature, avec ses propres dynamiques, ses propres histoires. C'est cette complexité qui rend l'étude des exoplanètes si riche. Chaque système est un cas particulier, une expérience naturelle unique. Le système Teegarden, avec son étoile tranquille et âgée et ses deux mondes rocheux connus, est l'une de ces expériences les plus précieuses parce qu'elle se déroule juste à côté de chez nous. Comprendre les liens entre Teegarden B et C, c'est faire un pas de plus pour comprendre à quel point la vie, si elle existe, pourrait être un phénomène systémique, et pas seulement planétaire. Mais comprendre pleinement cette famille planétaire, et en particulier dresser le portrait de Teegarden C, se heurte à un obstacle technologique de taille que nous avons déjà évoqué, mais qu'il faut maintenant considérer en détail l'extrême difficulté de séparer la lumière de la planète de l'éblouissante lueur de son étoile. Nous sommes face à un défi d'optique fondamental. Imaginez que vous deviez discerner la faible lueur d'une bougie placée juste à côté d'un énorme projecteur, et ce, depuis plusieurs kilomètres de distance. Maintenant, transposez cette image à l'échelle astronomique, l'étoile de Teegarden est ce projecteur et la planète est la bougie. Sauf que l'écart de luminosité est encore bien pire. L'étoile est des millions, voire des milliards de fois plus brillante que la lumière réfléchie ou thermique de la planète. Et en plus, elles sont incroyablement proches l'une de l'autre dans le ciel. Cette proximité angulaire est le cœur du problème. Teegarden C orbite très près de son étoile, à une distance qui, vue de chez nous, se traduit par un minuscule écart apparent. Même avec les plus grands télescopes actuels, cette séparation est inférieure à la résolution maximale de l'instrument. En langage simple, l'étoile et sa planète apparaissent comme un seul point de lumière floue, leurs lumières se mélangent totalement. Pour espérer les distinguer, il faut soit un télescope géant avec un pouvoir de résolution extraordinaire, soit des astuces optiques ingénieuses. C'est tout l'enjeu de l'imagerie directe à haut contraste. La méthode la plus étudiée est l'utilisation d'un coronographe. Cet instrument, placé à l'intérieur du télescope, est conçu pour masquer physiquement la lumière de l'étoile centrale. C'est comme si vous utilisiez votre main pour cacher le soleil et apercevoir un avion passant à côté. Mais dans notre cas, l'avion est extrêmement proche du soleil. Les coronographes modernes sont des merveilles de technologie, utilisant des masques complexes et des miroirs déformables qui corrigent en temps réel les turbulences de l'atmosphère terrestre pour atteindre un contraste inouï. Malgré cela, pour un système comme Teegarden, la tâche reste au bord de l'impossible depuis le sol, à cause de la proximité angulaire. Une autre idée, plus radicale, est le Starshade ou occulteur stellaire. Il s'agit non pas d'un instrument dans le télescope, mais d'un énorme écran en forme de fleur déployé dans l'espace et volant à des dizaines de milliers de kilomètres devant le télescope spatial. Cet écran, soigneusement positionné, bloque parfaitement la lumière de l'étoile, permettant au télescope derrière lui de prendre une image de la région autour de l'étoile sans être ébloui. C'est probablement la solution la plus prometteuse pour l'imagerie directe de planètes aussi proches de leur étoile. Un tel système pourrait, en théorie, révéler Teegarden C comme un petit point de lumière à côté de son Soleil. Mais la mise en œuvre est un cauchemar d'ingénierie, nécessitant un positionnement d'une précision millimétrique sur des distances astronomiques et une coordination parfaite entre deux engins spatiaux séparés. Une troisième piste est l'interférométrie. Au lieu d'un seul grand miroir, on combine la lumière de plusieurs télescopes éloignés. Cette technique permet de simuler un télescope virtuel aussi grand que la distance qui les sépare, atteignant ainsi une résolution angulaire phénoménale. Le Very Large Telescope Interferometer au Chili le fait déjà pour étudier les étoiles, mais pas encore avec le contraste nécessaire pour imager des planètes aussi faibles. Des projets futurs, comme le concept de mission spatiale LIFE, Large Interferometer for Exoplanets, envisagent de lancer plusieurs télescopes qui voleraient en formation et combineraient leur lumière pour créer une image. Cette approche pourrait un jour fournir non seulement un point, mais une véritable image à très basse résolution de Teegarden C, peut-être en distinguant le côté jour du côté nuit. Mais nous parlons de technologie pour dans plusieurs décennies. En attendant, que pouvons-nous
nous faire. Les méthodes indirectes, comme les vitesses radiales, nous ont donné l'existence et les paramètres de base. La prochaine grande étape est la caractérisation spectrale, même sans image. L'objectif n'est pas forcément de voir la planète comme un disque, mais d'isoler son signal spectral du bruit total. C'est ce que tenteront les télescopes géants au sol comme l'EELT. En pointant vers le système et en utilisant un coronographe et une spectroscopie de précision, ils essaieront de soustraire numériquement le spectre écrasant de l'étoile pour récupérer le petit spectre résiduel de la planète. Ce sera comme écouter un murmure dans une salle de concert après avoir soigneusement annulé le son principal de la chanson. Ce spectre, même provenant d'un seul pixel, serait une mine d'or. Il nous renseignerait sur la composition atmosphérique, la présence de nuages, peut-être même la couleur de la surface. On pourrait y chercher les signatures de l'eau, du méthane, de l'oxygène. C'est la voie la plus réaliste pour les 20 prochaines années. Cependant, il y a un espoir plus immédiat, mais qui dépend de la chance, le transit. Si l'alignement est parfait, Teegarden C passerait devant son étoile, provoquant une micro-éclipse. Non seulement cela donnerait son rayon, mais la lumière stellaire filtrant par les bords de l'atmosphère fournirait un spectre de transmission incroyablement détaillé. Les astronomes surveillent l'étoile pour détecter cette baisse de luminosité infime, mais la probabilité géométrique est malheureusement faible. Chaque méthode a ses limites. L'imagerie directe est terriblement difficile, la spectroscopie sans transit est un défi de traitement du signal et le transit est un coup de poker. Pourtant, la communauté avance sur tous les fronts. La raison de cet effort est simple, la récompense est à la hauteur des défis. Obtenir le spectre de Teegarden C serait un bond de géant. Cela nous dirait si ce monde a une atmosphère et de quoi elle est faite. Cela nous permettrait d'estimer sa température de surface, de modéliser son climat et de chercher ses fameuses biosignatures. Sans capacité à séparer sa lumière, nous resterions dans le domaine de la spéculation éclairée. Avec elle, nous entrerions dans l'ère de la science observationnelle des exoplanètes telluriques. Et c'est pourquoi les agences spatiales et les observatoires investissent des milliards dans ces technologies de haut contraste. Teegarden C est l'une des cibles qui justifie ces investissements. Sa proximité à nous et son statut de candidate habitable de premier rang en font un banc d'essai idéal, un objectif concret pour les ingénieurs. Quand ils conçoivent un nouveau coronographe, ils se demandent « Cet instrument pourra-t-il voir une planète comme Teegarden C ?» Cette question oriente la recherche. Alors, dans les années à venir, regardez les annonces des astronomes. Toute avancée dans l'imagerie directe de planètes rocheuses sera testée sur des cibles comme Teegarden. Peut-être qu'un jour, pas si lointain, une conférence de presse montrera non pas une courbe de lumière ou un graphique de vitesse radiale, mais un petit point rougeâtre à côté d'un autre point beaucoup plus brillant, avec un spectement d'encart. Ce jour-là, Teegarden C cesserait d'être une abstraction pour devenir un monde palpable, avec des propriétés mesurées. Le chemin est semé d'embûches techniques, mais la direction est claire. Il faut construire des télescopes plus grands, des instruments plus stables, des algorithmes plus intelligents pour traiter les données, et il faut de la patience. La chasse à l'image, ou du moins au spectre, de Teegarden C est une aventure qui définira l'astronomie des décennies à venir. Elle représente le passage d'une ère de découverte à une ère de caractérisation. Nous ne voulons plus juste compter les planètes, nous voulons les étudier comme nous étudions Mars ou Vénus. Pour Teegarden C, cela signifie percer le secret de son atmosphère et de son climat, et répondre enfin à la question qui nous taraude depuis le premier jour: cette voisine si proche et si semblable à la Terre sur le papier, est-elle un oasis cosmique ou un rocher stérile? La réponse se cache dans la lumière mélangée de l'étoile et de la planète. L'enjeu des prochaines années est de démêler ce signal, d'isoler ce murmure planétaire. C'est un défi d'une ambition folle, mais c'est précisément le genre de défi qui pousse la science et la technologie vers l'avant. En poursuivant ce petit point de lumière à 12 années-lumière, nous ne cherchons pas seulement une planète, nous testons les limites de notre capacité à observer l'univers. Et si, au lieu de nous battre pour extraire chaque photon de Teegarden C à 12 années-lumière, nous imaginions un instant franchir cette distance? Si nous mettions le cap directement sur ce monde pour le voir de nos propres yeux, ou du moins ceux de nos sondes. C'est le domaine du rêve et de la physique la plus extrême, le voyage interstellaire. 12 années-lumière, cela semble presque à portée de main dans les vastitudes de la galaxie, mais à l'échelle humaine et avec nos technologies actuelles, c'est un abîme infranchissable. Pour donner un ordre d'idée, la sonde Voyager 1,
l'objet humain le plus lointain, file à environ 60 000 km par heure. À cette vitesse, pour atteindre Teegarden, il lui faudrait plus de 200 000 ans, une durée qui dépasse toute l'histoire de l'humanité moderne. Il est donc clair que nos fusées chimiques, et même nos meilleurs moteurs à propulsion ionique comme ceux de la mission Dawn, sont totalement inadaptés. Ils sont conçus pour le système solaire interne, pas pour les étoiles. Alors, comment faire ? C'est ici que la spéculation scientifique ancrée dans les lois de la physique entre en jeu. Pour réduire le temps de voyage à une échelle qui ait un sens, disons une durée inférieure à un siècle, il faut atteindre une fraction significative de la vitesse de la lumière. Même 10% de cette vitesse serait révolutionnaire, cela ramènerait le voyage à environ 120 ans. Mais accélérer une masse, même petite, à de telles vitesses, demande une énergie colossale et des technologies qui relèvent encore du concept. Plusieurs idées sont sur la table, la plus ancienne et la plus brutale est la propulsion nucléaire pulsée. Imaginez un vaisseau équipé d'un immense bouclier à l'arrière sur lequel on ferait exploser une série de bombes atomiques. La force de l'explosion propulserait le vaisseau vers l'avant. C'était le principe du projet Orion, étudié sérieusement dans les années 50 et 60. Avec cette technologie, des vitesses de l'ordre de quelques pourcents de celles de la lumière pourraient être atteintes, ce qui placerait Teegarden à quelques siècles de voyage. Les problèmes sont évidents, les retombées radioactives au lancement, la complexité de déclencher des explosions en série dans l'espace et le choc politique et éthique d'utiliser des centaines de bombes H. Une autre piste est la propulsion par antimatière. Lorsque de la matière rencontre son équivalent en antimatière, elle s'annihile entièrement, transformant leur masse en énergie pure selon la fameuse équation E égale mc au carré. C'est le processus de conversion masse-énergie le plus efficace que l'on connaisse. Un moteur utilisant cette énergie pourrait, en théorie, accélérer un vaisseau à des vitesses relativistes. Mais l'antimatière est incroyablement difficile à produire en quantité macroscopique. On en produit des nanogrammes dans des accélérateurs comme le CERN, et encore plus à stocker de manière stable, car elle explose au contact de n'importe quel conteneur fait de matière normale. C'est pour l'instant une technologie de science-fiction. Le concept le plus en vogue aujourd'hui et peut-être le plus réaliste pour une première mission robotique est celui de la voile légère propulsée par laser. L'idée, portée par le projet Breakthrough Starshot, est de ne pas embarquer de carburant sur le vaisseau. À la place, on envoie dans l'espace une sonde minuscule, de la taille d'un timbre-poste, attachée à une voile extrêmement fine et réfléchissante. Depuis la Terre, ou mieux depuis une installation en orbite, on braque sur cette voile un réseau de lasers puissants, focalisés en un faisceau unique. La pression de radiation des photons du laser pousse la voile, l'accélérant progressivement. L'avantage est que l'énergie provient de l'extérieur, du laser, et n'a pas à être transportée. En théorie, avec un laser assez puissant et une voile assez légère et résistante, on pourrait accélérer une microsonde jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière en quelques minutes seulement. À cette vitesse, Teegarden C serait atteinte en 60 ans environ. La sonde passerait alors en trombe à travers le système planétaire en quelques heures, prenant des mesures et des images à la volée et transmettant les données vers la Terre avec un petit laser. Le défi technique est monumental, construire un laser d'une puissance d'1 gigawatt ou plus, maintenir le faisceau parfaitement focalisé sur la voile sur des millions de kilomètres, concevoir une voile qui ne fondra pas sous l'intensité du rayonnement et miniaturiser toute l'électronique, les capteurs et le système de communication dans un gramme ou deux. Sans oublier le problème des collisions à de telles vitesses, même un grain de poussière interstellaire libérerait une énergie destructrice. Il faudrait probablement envoyer des milliers de ces sondes pour qu'une seule survive et transmette des données. Mais si cela fonctionnait, Teegarden C deviendrait la première cible évidente. Sa proximité et son intérêt scientifique en freinent la destination de choix pour un tel proof of concept. Imaginez recevoir, dans 70 ou 80 ans, les premières images directes, floues et granuleuses de ce monde, prises à quelques centaines de milliers de kilomètres de distance. Cela vaudrait bien l'attente. Pour une mission habitée, les défis sont exponentiellement plus grands. Il ne s'agit plus d'envoyer 1 gramme, mais des centaines de tonnes, avec un système de support de vie, des boucliers contre les radiations, et toute une société en miniature. Les durées de voyage, même à 20% de la lumière, impliquent des voyages multigénérationnels. Ou alors la mise en animation suspendue, une technologie totalement hypothétique. Un vaisseau-monde, une arche spatiale,
devrait être un écosystème clos et parfaitement stable pendant des siècles. Les problèmes sociologiques et psychologiques deviendraient aussi importants que les problèmes techniques. Tea Garden Sea, dans ce contexte, n'est plus seulement un objectif scientifique, mais un symbole, un test pour notre volonté d'exploration à très long terme. Elle nous pose une question fondamentale. Sommes-nous prêts en tant qu'espèce à lancer des projets dont nous ne verrons pas le fruit, qui bénéficieront à nos arrière-petits-enfants? Cela nécessite une vision et une coopération à l'échelle de l'humanité, au-delà des cycles politiques et économiques courts. Pour l'instant, ces idées restent des exercices de pensée, des lignes directrices pour la recherche en physique et en ingénierie, mais elles sont cruciales. En visant Tea Garden Sea, un objectif concret et fascinant, ces concepts théoriques prennent vie. Ils nous poussent à réfléchir aux limites ultimes de notre technologie. Chaque petite avancée dans la propulsion, ces matériaux, l'énergie, nous rapproche un peu, même symboliquement, de ce monde rougeoyant, et puis il y a l'aspect purement humain. Tea Garden Sea est une invitation à l'aventure. Elle matérialise et si on y allait dans les livres, les films, les rêves, elle est déjà une destination. Cette force culturelle et imaginative est aussi un moteur. Elle inspire de nouveaux scientifiques, de nouveaux ingénieurs. Elle maintient vivante la flamme de l'exploration lointaine, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Alors, oui, aujourd'hui, un voyage vers Tea Garden Sea est un rêve. Mais c'est un rêve ancré dans la physique, pas dans la fantaisie. C'est un défi que nous nous lançons à nous-mêmes. Peut-être qu'aucun être humain n'ira jamais là-bas, mais peut-être qu'une petite puce électronique, propulsée par la lumière de nos lasers, partira un jour de notre système solaire et, après une traversée silencieuse de plusieurs décennies, enverra un dernier message, un cliché pixelisé d'un monde crépusculaire avant de disparaître dans les ténèbres. Ce serait déjà une victoire immense, la preuve que nous pouvons toucher les étoiles, ou du moins leur planète. En attendant ce jour hypothétique, Tea Garden Sea reste cette petite sœur potentielle, proche et lointaine à la fois. Un rappel que le cosmos est à notre portée, mais seulement si nous sommes assez intelligents, assez patients et assez audacieux pour inventer les moyens de l'atteindre. Le voyage vers Tea Garden Sea commence donc ici, sur Terre, dans les laboratoires où l'on travaille sur les lasers, dans les bureaux où l'on calcule des trajectoires et dans l'imagination de chacun d'entre nous. C'est un voyage qui a déjà commencé. Mais si nous imaginons qu'une sonde ou un jour des voyageurs parviennent jusqu'à ce système, que pourrait-il y trouver? Si la vie a pris racine sur Tea Garden Sea, elle a dû s'adapter à des conditions si radicalement différentes des nôtres que son évolution biologique en aurait été bouleversée. Nous ne parlons pas de petits hommes verts, mais de formes de vie potentiellement microbiennes, végétales ou animales, qui défieraient notre imagination. Sous un soleil carmin fixe, dans un crépuscule perpétuel, les règles du jeu de la survie et de la reproduction ne sont plus les mêmes. D'abord, la source d'énergie principale. Sur Terre, la plupart des écosystèmes reposent sur la photosynthèse qui utilise la lumière visible, principalement le bleu et le rouge, d'où la couleur verte de la chlorophylle qui réfléchit cette partie du spectre. Sous la lumière principalement rouge et infrarouge d'une naine rouge comme Tea Garden, la sélection naturelle favoriserait des pigments capables de capter ces longueurs d'onde moins énergétiques. Les organismes photosynthétiques pourraient apparaître noirs, violets ou pourpres profonds afin d'absorber le maximum de photons. Sur Terre, nous avons déjà des exemples de bactéries pourpres sulfuriques qui utilisent la lumière infrarouge dans des environnements extrêmes. La végétation de Tea Garden Sea, si elle existe, pourrait donc former des tapis sombres ou violets, s'étalant pour capter la faible lumière rasante. Ces plantes n'auraient pas besoin de se tourner vers le soleil, il est toujours au même endroit. Leur croissance pourrait être horizontale, ou elles pourraient développer des structures en entonnoir pour concentrer la lumière. Le rythme fondamental de la vie terrestre, le cycle jour-nuit, n'existe pas. Pas de lever, pas de coucher de soleil. Donc pas de rythme circadien basé sur la lumière. Comment les organismes réguleraient-ils leurs fonctions biologiques? Peut-être via d'autres cycles comme les marées thermiques ou atmosphériques induites par de légères variations orbitales, ou via des cycles internes endogènes. La vie pourrait avoir développé une horloge biologique basée sur des facteurs complètement différents, ou peut-être aucune horloge du tout, fonctionnant en continu. La zone habitable par excellence, nous l'avons dit, est probablement l'étroit terminateur. La vie y serait confinée dans une bande circulaire, un anneau autour de la planète. Cet anneau ne serait pas uniforme,
En se déplaçant vers le côté jour, la température augmente, l'évaporation aussi, peut-être que le sol devient plus sec. Vers le côté nuit, la température chute rapidement et l'humidité pourrait se condenser en givre. Il y aurait donc des gradients environnementaux très marqués sur de courtes distances. La sélection naturelle favoriserait des espèces très spécialisées, adaptées à des niches étroites, le long de ce gradient. Certains organismes pourraient même migrer verticalement dans l'océan ou dans le sol pour trouver leur zone de confort thermique au cours de saisons qui seraient liées à des variations orbitales minimes. La pression pour développer des moyens de locomotion efficaces pour suivre ces zones de confort pourrait être forte, ou au contraire, la vie serait-elle surtout sessile, ancrée, avec des adaptations physiologiques pour supporter des variations. Un autre défi majeur est le rayonnement ultraviolet. Bien que l'étoile de Teegarden soit calme, la planète est si proche que le flux d'UV pourrait tout de même être significatif par rapport à celui que reçoit la Terre, surtout lors de rares éruptions résiduelles. Une biosphère aurait dû développer des défenses robustes, des pigments protecteurs, des carapaces, des modes de vie souterrains ou sous-marins. La vie pourrait largement prospérer sous une couche de glace ou de taux qui la protégerait. Les océans, s'ils existent, seraient un des refuges idéaux. Ils atténueraient les UV, redistribueraient la chaleur et offriraient un environnement plus stable que la surface soumise aux vents violents. Autour des sources hydrothermales sur le fond océanique, des écosystèmes complexes pourraient exister, totalement indépendants de la lumière, comme autour des fumeurs noirs terrestres. Ces oasis abriteraient une vie basée sur la chimiosynthèse, exploitant l'énergie chimique des minéraux. Sur le côté nuit, ces sources seraient les seuls îlots de chaleur dans un monde de glace. La question de la reproduction et de la dispersion est fascinante. Sans vent violent et avec des courants océaniques peut-être prévisibles, les spores graines ou formes de dispersion pourraient suivre des routes bien définies autour de l'anneau du Terminateur. La vie aérienne, si elle existe, devrait être capable de résister à des vents potentiellement très forts. Les prédateurs et les proies évolueraient dans un monde sans ombre, portées mouvantes, le soleil étant fixe. Le camouflage pourrait reposer sur d'autres facteurs, comme la texture ou la température. Les sens pourraient être différents. Avec une lumière faible, la vision pourrait être adaptée à l'infrarouge, permettant de détecter les signatures thermiques. L'ouïe ou la sensibilité aux vibrations pourrait être plus importante pour percevoir l'environnement dans l'obscurité relative ou dans les océans profonds. L'évolution sur des milliards d'années, avec une stabilité stellaire exceptionnelle, pourrait avoir permis une diversification et une complexité extraordinaires, ou au contraire une stagnation si l'environnement est trop stable et les niches trop contraintes. Sur Terre, les grands bouleversements, glaciations, impacts, ont parfois catalysé l'innovation évolutive. Sur Teegarden Sea, l'histoire pourrait être plus calme, plus lente. Et puis, il y a la question vertigineuse de la biochimie fondamentale. L'eau liquide est probablement le solvant universel pour la vie, mais les molécules de base pourraient-elles être différentes? Les acides aminés, les sucres, auraient-ils la même chiralité? La vie pourrait-elle utiliser d'autres éléments que le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote? Bien que le carbone soit très versatile, dans un environnement riche en soufre venant du volcanisme par exemple, certaines voies métaboliques pourraient être différentes. Imaginer tout cela n'est pas juste un jeu de l'esprit. Cela a une utilité scientifique, cela élargit notre champ de vision lorsque nous cherchons des biosignatures. Nous ne devons pas nous attendre à trouver exactement le même équilibre de gaz que sur Terre. Une biosphère très différente pourrait produire des signatures spectrales plus subtiles ou basées sur d'autres molécules. Cela rend la recherche plus difficile, mais aussi plus excitante. En fin de compte, Teegarden Sea nous force à abandonner notre anthropocentrisme biologique. La vie, si elle est un phénomène naturel émergent sous des conditions favorables, prendra les formes nécessaires pour survivre et prospérer. Un monde verrouillé, éclairé par une lumière rouge, avec un côté de glace et un côté de feu, n'est pas nécessairement un monde mort. C'est peut-être un monde riche et complexe, où la vie a trouvé des milliards de façons de s'adapter à la frontière entre ces deux extrêmes. Peut-être que les forêts y sont des forêts de tours noires, captant la faible lumière, que les animaux y voient en infrarouge et communiquent par des champs portés par les vents supersoniques, et que les océans y abritent des créatures bioluminescentes dans l'obscurité abyssale du côté nuit. Ou peut-être que la vie n'est que bactérienne, tapie dans les pores des roches du Terminateur. Dans les deux cas, ce serait une découverte d'une portée inimaginable. En étudiant les contraintes de Teegarden Sea, nous ne faisons donc pas que de l'exobiologie théorique.
Nous préparons nos esprits et nos instruments à reconnaître la vie sous toutes ses formes, même les plus étranges. Et cela, c'est peut-être la plus grande leçon de ce monde lointain. L'univers ne répète pas ses succès à l'identique. Il improvise avec les matériaux et les conditions locales. Tea Garden Sea pourrait être le chef-d'œuvre de cette improvisation, un écosystème global unique, témoin de la formidable inventivité de la nature lorsqu'on lui laisse des milliards d'années tranquilles pour expérimenter. Alors, quand nous pointons nos télescopes vers elle, ce n'est pas seulement un point de données que nous cherchons, c'est un miroir déformant qui nous renvoie à une image possible de la vie, mais une image transformée, étrangère, et par là même infiniment précieuse. De la vie et un but, le savoir. Elle génère un intérêt qui peut inspirer des vocations scientifiques chez les jeunes. En somme, la signification de Tea Garden Sea est multiple. C'est un objet d'étude scientifique de premier ordre, mais c'est aussi un miroir. Elle reflète nos espoirs d'être moins seuls dans l'univers, nos interrogations sur notre singularité, notre fascination pour l'inconnu et notre formidable capacité à repousser les frontières de la connaissance. Que nous y trouvions un désert ou un oasis, le simple fait de chercher transforme déjà notre vision du monde. Tea Garden Sea nous a offert un cadeau précieux, une cible pour nos rêves et nos questions. Elle a matérialisé l'abstrait. Désormais, quand nous levons les yeux vers la constellation du Bélier, nous savons que là, à une portée presque humaine à l'échelle galactique, tourne un monde qui pourrait, peut-être, partager avec nous le phénomène le plus mystérieux de tous, la vie. Cette connaissance, en elle-même, est une révolution tranquille. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change profondément notre rapport au cosmos. Nous ne regardons plus les étoiles de la même manière. Certaines d'entre elles ne sont plus juste des points lumineux, ce sont des destinations, des foyers potentiels pour d'autres histoires, d'autres évolutions. Tea Garden Sea, par sa simple existence dans nos catalogues, a déjà accompli cela. Elle a peuplé l'univers de possibilités concrètes, et cela indépendamment de ce que nous y découvrirons vraiment, est peut-être sa plus grande contribution à l'aventure humaine. Elle nous a rendu le cosmos un peu plus familier et en même temps infiniment plus étrange et plus merveilleux. Elle nous rappelle que la science, au-delà des chiffres et des équations, est avant tout une quête de sens, une tentative de comprendre notre place dans ce grand tout. Et dans cette quête, chaque nouvelle planète découverte est un nouveau chapitre, une nouvelle chance de nous émerveiller et de grandir, collectivement, dans notre compréhension de ce que signifie exister dans un univers aussi vaste et diversifié. Peut-être qu'aux alentours de 2040, nous aurons une réponse ferme sur la présence d'une atmosphère. Peut-être qu'en 2050, nous discuterons de la possibilité de nuages d'eau dans son ciel. Chaque génération d'astronomes apportera sa contribution, affinant le portrait. Et un jour, peut-être, ce portrait sera suffisamment détaillé pour que nous puissions dire, avec un degré de confiance raisonnable, si ce monde est habité ou non. Ce jour-là, quel qu'en soit le verdict, marquera un tournant dans l'histoire de la science. En attendant, la recherche continue, patiente, obstinée, guidée par la curiosité et l'émerveillement que suscite ce petit point de lumière dans le Bélier. Et cette quête de caractérisation, cette lente accumulation de données, pourrait un jour déboucher sur une découverte encore plus stupéfiante que la simple présence d'une atmosphère ou d'eau. Et si, au-delà des biosignatures chimiques, nous détections le signe d'une intelligence? C'est la frontière ultime, et Tea Garden Sea, de par son âge avancé, en fait une cible de premier choix pour la recherche de technosignatures, c'est-à-dire des traces d'une technologie extraterrestre. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle prend un relief particulier avec ce système. 8 milliards d'années, c'est presque le double de l'âge de notre Soleil. Si une forme de vie a émergé sur cette planète, elle a eu un temps colossal pour évoluer vers la complexité et potentiellement développer une civilisation technologique. Cette simple considération fait de l'étoile de Tea Garden un point d'écoute privilégié pour les programmes SETI. La recherche classique SETI, celle qui utilise des radiotélescopes, cherche des signaux radio-artificiels. L'idée est qu'une civilisation pourrait émettre volontairement ou non des ondes radio qui, à certaines fréquences, se distinguent clairement du bruit naturel de l'univers. Des installations comme l'Allen Telescope Array en Californie ont déjà scruté cette étoile, cherchant des signaux à bande étroite, s'écrit dans le silence qui ne peuvent guère être produits par des phénomènes astrophysiques connus. Rien n'a été trouvé pour l'instant, mais cela ne veut rien dire. Le spectre des fréquences est vaste. Les émissions pourraient être intermittentes, directionnelles, ou utilisant des modulations que nous ne savons pas encore décoder. L'absence de signal n'est pas une preuve d'absence.
Avec l'arrivée de nouveaux instruments comme le Square Kilometre Array, dont la sensibilité sera phénoménale, ces recherches gagneront en profondeur. Mais les technosignatures ne se limitent pas aux ondes radio. On peut imaginer d'autres traces, par exemple des signaux laser pulsés, utilisés peut-être pour la communication ou la propulsion de voiles légères. Des télescopes optiques pourraient tenter de détecter de tels flashs, bien que la probabilité d'alignement temporel soit très faible. Plus spéculatif mais fascinant est l'idée de détecter des mégastructures. Le concept le plus connu est celui de la sphère de Dyson, une construction hypothétique qu'une civilisation très avancée pourrait ériger autour de son étoile pour en capter l'intégralité de l'énergie. Une telle structure modifierait radicalement le spectre de l'étoile au lieu d'émettre principalement dans le visible, ou l'infrarouge pour une naine rouge. L'énergie serait absorbée et réémise sous forme de chaleur dans l'infrarouge lointain. Chercher un excès infrarouge anormal autour de l'étoile de Teegarden fait partie des recherches possibles, même si distinguer une telle signature d'un simple disque de poussière circumstellaire serait extrêmement difficile. Une autre piste, plus subtile, consisterait à détecter des polluants industriels dans l'atmosphère de Teegarden C. Sur Terre, nous produisons des gaz comme certains chlorofluorocarbones, CFC, qui n'existent pratiquement pas dans la nature. Si une civilisation industrielle était active là-bas, de tels gaz pourraient s'accumuler dans l'atmosphère et être détectables par spectroscopie à haute résolution. Cela supposerait bien sûr que cette civilisation ait un profil technologique semblable au nôtre, et que ces gaz aient une longue durée de vie. La détection simultanée de plusieurs de ces composés synthétiques serait un argument très fort. On peut aussi imaginer chercher des signes d'éclairage artificiel sur le côté nuit. Si une civilisation maîtrise l'énergie à grande échelle, elle pourrait illuminer ses villes. La face nocturne de Teegarden C, normalement plongée dans une obscurité totale, pourrait présenter une faible lueur, surtout si elle est concentrée dans certaines longueurs d'onde caractéristiques de nos technologies d'éclairage, comme la lumière sodium. Cette détection est probablement hors de portée de nos télescopes pour encore longtemps, mais le principe est là. Enfin, il y a la possibilité de détecter des artefacts en orbite, comme des satellites ou des structures, via leur transit très fin et très précis devant l'étoile, ou par imagerie directe dans un avenir lointain. La recherche de technosignatures est donc un vaste champ qui va de l'analyse spectrale classique à la recherche de phénomènes astrophysiques anormaux. Pour Teegarden C, cette recherche est d'autant plus motivante que la planète est dans la zone habitable et que l'étoile est stable depuis si longtemps. C'est un environnement qui a pu permettre à une civilisation de naître, de se développer et peut-être de durer des millions, voire des milliards d'années. Imaginez une civilisation ayant ne serait-ce que quelques millions d'années d'avance technologique sur nous, ces réalisations pourraient être inimaginables pour nous et peut-être détectables à distance. Bien sûr, il faut rester très prudent. L'histoire de l'univers est longue et les civilisations pourraient être éphémères. Une technosignature détectée pourrait être le dernier vestige d'une culture éteinte depuis des éons, ou au contraire, elle pourrait révéler une présence active. Dans les deux cas, l'impact serait colossal. Trouver ne serait-ce qu'un indice requiert une approche scientifique rigoureuse. Il faut d'abord exclure toutes les explications naturelles possibles. Un signal radio étrange doit être vérifié et revérifié en éliminant les interférences terrestres ou les artefacts instrumentaux. Un excès infrarouge doit être distingué d'un nuage de poussière. C'est un travail de longue haleine, souvent frustrant, mais dont l'enjeu justifie la persévérance. Pour Teegarden C, la stratégie est double. D'une part, continuer les observations SETI classiques, radio-optiques, de manière plus systématique et plus sensible. D'autre part, utiliser les futures observations de caractérisation atmosphérique pour chercher, en plus des biosignatures, des traces chimiques anormales qui pourraient indiquer une activité industrielle. Les deux approches sont complémentaires. Même si la probabilité de succès est faible, elle n'est pas nulle. Et comme Teegarden C est une des cibles les plus prometteuses pour la vie simple, elle l'est aussi pour la vie intelligente. En fin de compte, la recherche de technosignatures autour de Teegarden C est l'expression ultime de notre curiosité. C'est la tentative de répondre non seulement à la vie existe-t-elle ailleurs, mais à sommes-nous les seuls êtres conscients, les seuls à contempler l'univers? Même un résultat négatif après des décennies de recherche aura une valeur. Il nous renseignera sur la rareté des civilisations technologiques dans notre voisinage immédiat. Mais un résultat positif serait la découverte la plus transformative de l'histoire humaine. Elle révolutionnerait la science, la philosophie, la religion, notre vision de nous-mêmes. Elle donnerait un sens nouveau à notre projet d'exploration spatiale. Elle rendrait soudain le cosmos moins vide, plus familier,
et en même temps infiniment plus mystérieux, car peuplé d'autres regards, d'autres pensées. Teagarden Sea, ce petit point rocheux sous un soleil rouge, pourrait donc être bien plus qu'un monde potentiellement habitable. Il pourrait être le premier monde habité que nous identifions, et peut-être même le premier monde civilisé. Cette possibilité, aussi ténue soit-elle, justifie à elle seule que nous continuions à tendre l'oreille et à aiguiser nos télescopes vers lui. Dans le grand silence du cosmos, écouter ce système, c'est écouter un possible écho de nous-mêmes, ou mieux, la voix de quelque chose de totalement autre, qui nous dirait enfin que nous ne sommes pas seuls.